Mon nom est Martin Thomas-Côté en compagnie d'Alan Lévesque et de Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Dans un multivers où l'équilibre et la paix règnent en maître, trois voix discordantes continuent de résonner. Personne n'est à l'abri de leurs critiques acerbes et de leur passion indomptable. Une fois de plus, la culture geek se trouve sous le joug des Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Aidez-moi quelqu'un. Les gars, ils ont coupé mon micro, puis là, on est rien qu'à deux à soir. Fait que là, je vais parler, puis je vais dire tout ce que j'ai à dire dans toutes les choses. Et voilà, c'est ça qui est le fun. On partage le micro ce soir. On va pouvoir couper Jean-Nic. Le rêve de tout le monde. Pouvoir couper Jean-Nic comme on veut, quand on veut, au moment où on veut. Ben, on a fait un décompte, c'est que moi j'ai mon micro, Martin son micro, il y avait Jean-Nic qui avait pas encore le sien, ça fait que c'est lui qui a été coupé. Et voilà, Jean-Nic, comment tu te sens comme coupé? Je me sens comme le peuple américain présentement. Là, vous m'avez promis des tarifs. Puis là, finalement, tu sais, comme le rêve, c'est qu'il faut que je m'achète un micro. Puis il faut Ah, exactement, sinon on te taxe littéralement. Ça va? Tu peux même pas répondre, t'as pas de micro. Sans blague. Écoute, beaucoup de choses, parce que ça fait quand même un bout qu'on n'est pas là. Ouais, ça sérieusement, ça va faire un peu plus de 2 mois. 2 mois? À peu près. Ouais, il y avait de la neige la dernière fois. Oui, effectivement. C'était au mois de février. C'était au mois de février, ouais. Fait que ça fait un petit bout qu'on n'a pas parlé de geeking. Ouais, ben il faut dire que la fin de l'hiver a comme été particulière. Il n'y a pas eu grand-chose, honnêtement. T'sais, on avait commencé à parler d'Absolute chez DC. Au niveau du cinéma, ça a été très tranquille. Même les séries TV, il y a eu Daredevil, mais ça valait-tu vraiment la peine d'en parler? Ben, je sais pas. Là, il y a des gens qui vont me critiquer parce que David, qui est un nouvel auditeur, trouve qu'on est trop DC Comics puis qu'on parle pas assez de Marvel, qu'on n'écoute pas encore assez de trucs de Marvel. Mais je dois avouer que Daredevil, la bande-annonce, était écœurante. Ça a vraiment, mais vraiment l'air très, très bien. Mais on en a parlé régulièrement. C'est de se taper des heures complètes puis des 8, 9, 12 épisodes. Oui, effectivement. Puis avec Disney, ce qui arrive, c'est que c'est du un épisode par semaine. C'est que quand tu commences ça, ben, dans le fond, tu passes du premier, deuxième épisode, puis ben, souvent, tu n'en reviens plus sur la finale. T'sais, tu laisses crever ça là. Exactement. Fait qu'on avait un peu le même problème avec Andor, je pense qu'on a essayé. Ben, toi, tu l'as commencé. Ouais, j'ai écouté le premier épisode. As-tu écouté, Jean-Nic? J'ai les 2 premiers épisodes d'écouter. Ben, à venir à date, j'adore, mais tu vas haïr ça comme la peste, puis je pense pas que tu vas être capable de passer à travers. C'est extrêmement lent, puis tu sais, c'est comme ça prend son temps pour raconter ce que ça veut raconter. Et ceux qui ont aimé la première saison, je pense qu'ils vont aimer la deuxième. Mais si vous n'avez pas été capable, je pense pas que ça va vous racheter. Mais tu sais, j'en parlais avec Martin avant qu'on enregistre le podcast parce qu'on a un problème qui arrive des fois avec Disney. C'est que tous les derniers shows de Star Wars qui ont sorti, même plusieurs autres shows de Marvel, ils ont souvent été sur le format entre 25 et 35 minutes. Puis je sais pas pourquoi que quand ils ont embarqué chez Daredevil, ils ont embarqué chez Andor, ils embarquent sur du 55 minutes en montant. C'est que on n'a pas de standard. Puis quand on écoutait Skeleton Crew, c'était ultra condensé, c'était très bon. C'était du 35 minutes? Du 28 minutes au gros max. Ça fait que ça allait bien. Là, tu embarques dans Andor, tu prends le premier épisode. Sérieusement, le début, quand ils volent le TIE Fighter prototype, c'est du génie, c'est crissement brillant, mais tu sais, même là, c'est très long tout ce qui se passe là-dedans. Ça répète la moitié du temps, ça aurait été correct. Et après, tu retombes sur mon mode puis tout. C'est parce que le niveau de concentration que ça te prend pendant 50 minutes, parce que si... Mais tu penses qu'on a juste vieilli? Ou ben non, c'est parce que il y a beaucoup d'éléments, des personnages qu'on connaît moins. Il y a beaucoup de cross, il y a beaucoup de politique. Ça fait que dès que tu sautes des éléments, c'est à peu près comme si tu écoutais Game of Thrones d'une oreille. C'est exactement ce que j'allais dire. Je regardais Alan, j'allais dire c'est plus proche de Game of Thrones que ce que Star Wars est habituellement. Puis c'est ça, je pense, qui déplaît un peu aux gens. Pourtant, on avait changé un peu le format dans le sens où, oui, c'est des 55 minutes, mais on les sort comme à coup de 3. Ben, effectivement, parce que là, normalement, c'était supposé être un projet de 4 ou 5 saisons. Puis chaque saison, c'était 1 an avant d'arriver à Rogue One. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé ça, puis c'est chaque série, dans le fond, c'est du 3 épisodes pour du 1 an. C'est qu'à chaque semaine, c'est comme si c'était 1 an plus tard. Donc, c'est comme un mini-film, finalement. Oui, effectivement, je pense que chaque épisode, ça va être comme un mini-film, puis on va arriver à la finale qui va être juste là, avant Rogue One. C'est quand même audacieux, parce que ça fait un bout que j'ai pas vu ce film-là.
Ouais, moi aussi, je me rappelle ce qui se passe. Puis en plus, la fin de Rogue One, c'est aussi le début d'un autre film qui est quand même, lui, très connu. Puis je pense pas qu'une personne ait oublié la fin. Mais t'es rendu où pour le fun, Alain? La menace fantôme. Innocent. OK. Ouais, t'es rendu où dans la saison? J'ai écouté le premier épisode. Ouais, il faut absolument que je me mette à écouter au moins 1 ou 2 épisodes. Le temps d'embarquer, c'est 12 épisodes, c'est long, puis j'avais pas aimé la première. Puis là, je me demande, tiens, je te pose la question, si j'ai pas vu la première saison puis que j'ai pas le goût de me retaper la première saison, je peux-tu écouter la deuxième saison? Non. Je sais pas, là. Tu iras sur Wikipédia. Je l'ai écouté, j'ai adoré ça. Je l'ai vendu comme le meilleur produit de Star Wars ever. Puis genre, je suis encore mêlé. Là. J'ai commencé le premier épisode, puis je me rappelais de Mon Mothma, puis genre de l'intrigue avec Stellan Skarsgård, puis de Andor. Mais les autres personnages, là, genre, ça m'a pris un bout. Là. C'est qui? C'est quoi le lien? Puis je suis à la fin du deuxième épisode, puis j'étais pas tout sûr de me rappeler exactement qui fait quoi. Oui, c'est exactement le problème que je disais. C'est parce que c'est le niveau d'implication que ça prend, puis de concentration, puis de lien, là, c'est rough, là. Ben, c'était du beef déjà pour la première saison, puis ils n'ont pas voulu rien couper, puis ils ont voulu avoir le même format qui, je pense, plaît aux fans, là, cette style-là. Oui, effectivement, mais tu sais, c'est parce qu'encore, il y a un autre problème avec le format Star Wars, normalement, c'est parce que d'habitude, ça tourne alentour de 3-4 personnages, puis le reste, ben, tu t'en contre-calistes, tandis que là, en plus, c'est tous des personnages de second degré, c'est tout du monde que tu sais qui vont mourir, puis qui vont arriver nulle part. Je pense que c'est dans la deuxième saison qui représente Saw Gerrera. On sait tout qui crève, là. Eh mon Dieu, ça, Guerrera, tabarouette, tu me sors ça des boules à mythe, là? Ouais, c'est choses Whittaker, là. Ouais, chie, mais le tabarouette, fait un bout, là. Ouais, puis tu sais, en plus, c'est un personnage qui avait apparu dans 1 ou 2 épisodes de Clone Noir en dessin animé, puis on l'a vu dans Rogue One, puis qu'on comprenait pas ce qu'il disait parce qu'il faisait... Puis c'était... Non, mais c'est vrai, il était déjà pas mal magané. Il parlait comme Bane dans Dark Knight Rise. Le pire, c'est que c'est vrai. Mais bref, écoute, on y reviendra. Je vais essayer de m'y mettre, pour être honnête. Là. Je vais essayer de me donner un petit peu de défi, d'aller là, de voir si je peux pas trouver mon... Et j'ai eu le même problème avec Daredevil. Le premier épisode, j'écoutais ça, puis sérieusement, le face-à-face que entre Matt Murdock et le Kingpin dans le restaurant, là, qui se confrontent, c'est du génie de la façon que c'est écrit. Puis même de la façon que le premier épisode finit, le Kingpin devient le maire de New York, et Daredevil qui a jeté sa cape parce qu'il a failli tuer Bullseye. Et la façon que l'épisode finit, c'est que t'as le Kingpin qui est sur le toit d'un building, qui regarde la ville qui a pris en contrôle, puis t'as le Vigilante qui est retourné au street level, puis que lui, il contrôle plus rien. Ça fait qu'ils ont inversé les rôles. Tu sais, comme, c'est du génie, mais c'est comme 55 minutes. Ça tue tellement. Surtout quand tu faisais le parallèle avec Skeleton Crew, c'est vrai, là. Tu sais, un bon 30-37 minutes, bien fait, bien monté. C'est parce que l'épisode sortait à 9h le soir. T'étais capable d'écouter avant de te coucher. Là, Andor, c'est 3 épisodes d'un coup, puis il sort encore ça quand 9h30 le soir. Pourquoi vous sortez pas ça à minuit avec? Tu dis que l'épisode va sortir le lundi, ben c'est ça. Dimanche, minuit, c'est lundi. Sors ça, je me lève le matin, je peux écouter 3 épisodes. C'est quoi l'idée de sortir 3 heures de show à 10h le soir? Ouais, surtout sachant que tu as une fanbase qui est quand même assez addict, qui va assurément écouter les 3 épisodes le soir même. Oui, mais tu sais, même à 10h le soir, ça serait rien qu'un épisode d'1 heure. C'est déjà semi trop long si tu travailles le lendemain. Là. Ouais, mais là, t'es rendu pantouflard un peu. Là. Je suis rendu vieux, man. Pour les CHSLD qui écoutent Andor, là, on s'excuse. Alan va vous faire changer ça. On va sortir ça à minuit le soir. Il faut que je change 2 fois ma couche à un épisode. OK, fait que ça, c'est pour Andor, Daredevil. On s'excuse, on n'a peut-être pas écouté assez de Marvel, mais si vous êtes un fan de Marvel, ben, je vous invite à rester parce que là, on va parler de Thunderbolt. The New Avenger. Thunderbolt. New Avenger. Thunderbolt. Avenger. Non, c'est Thunderbolt. Muté, Chris. Si je te mute pas. Avec un astérisque. Mais écoute, la campagne de marketing est quand même assez bien faite. D'avoir changé le titre du film en plein milieu
de la séquence. Puis là, on sait plus si c'est Thunderbolt, c'est New Avengers. Si tu as écouté le film, tu comprends. Si t'as pas écouté, t'es juste fucking mêlé. Ça me fait penser à ce qu'il avait essayé de faire avec Agatha's All Along. De Blair Witch Project? Non, mais qui avait changé de titre genre 4 fois. Puis que finalement, le dernier titre, c'était Agatha All Along. C'était comme un genre de joke, que c'était voulu que ça ait plusieurs titres, ce projet-là, pour finalement arriver avec une joke à la fin. Ouais, tu parles de 2 séries de Marvel que j'ai pas écoutées. Ouais, mais l'affaire, c'est que quand ils ont fait cette joke-là, les fans, eux autres, ce qu'ils avaient compris, c'était que le projet avançait pas, puis c'était la raison pour laquelle on changeait de nom à toutes les fois, mais finalement, c'était vraiment juste un genre d'outil marketing très mal assumé. L'équipe qui l'a fait ne travaille plus pour Disney. On les a congédiés. Mais bref, parlons de Thunderbolt. Hey, mon Dieu, garochez-vous pas tout en même temps. Premier projet chez Marvel, je m'en rappelle chez Disney sur on va le dire carré, là, c'est leur nouvelle série anti-woke. C'est que leur projet qu'ils faisaient sur l'extra-exclusivité et aussi le plus de contenu, plus de temps, ça foirait. Ouais, mais d'avoir un film qui ressemble peut-être un peu plus à ce que on a vu dans la première, deuxième phase. Effectivement, ça fait que écrire un scénario pour un scénario et pas essayer d'inclure des trucs dans un scénario. D'avoir une histoire qui se tient du début jusqu'à la fin. Puis pas avoir un checklist à rayer pour arriver à la finale de ton histoire. Mais à ta connaissance, y a-tu eu des reshoots dans ça? Ben? Pas beaucoup. Oui, il y en a eu une couple, mais... Il y a surtout beaucoup de rewrite, parce qu'à la base, le film était supposé être quand c'était genre Doom, pas Doom Dynasty, mais Kang Dynasty, le Avenger, c'était supposé être le film pont avec ce film-là. Puis genre, Captain America était supposé devenir un Hulk. Tu sais, c'est un film que le scénario a été brassé plusieurs fois. C'est pas le premier jet. Non, effectivement, parce que Sentry, le final, c'était pas supposé d'être tout à fait ça, puis même le personnage était supposé l'apporter différemment. OK, mais c'est juste l'histoire de Kang qui a fait... Ouais, effectivement, mais... Ouais. OK. On y va scène par scène ou film... comment on fait habituellement? Ouais, effectivement, on va laisser couler le film. OK, fait qu'on commence et on retrouve... Le premier personnage qu'on retrouve, ben, c'est celui de Florence Pugh. Ouais, effectivement, c'est Florence Pugh qui a fait une mission. Puis on se rend compte que leur mission, c'est effacer des traces de quelque chose. Puis elle a l'air comme genre écœurée as fuck, là. Ouais, elle a l'air blasée parce que je pense que c'est parce que, tu sais, sa sœur était une Avenger. Elle s'est sacrifiée pour sauver le monde. Puis elle, finalement, elle reste undercover, puis dans l'ombre, puis elle fait des missions crasses. Elle efface des trucs. On comprend qu'elle est elle est employée par quelqu'un. Écoute, elle fait ça presque par automatisme. Elle se bat de façon automatique. Elle nous raconte que effectivement, elle est comme genre, elle se cherche, elle sait pas qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, pourquoi elle fait ça. Puis finalement, elle trouve pas la clé pour ouvrir. Il y a de l'humour à travers ça. Elle trouve pas la clé, elle fait sauter le building. Merci. Elle sait plus où elle en est, dans le fond. Oh, absolument. Elle est perdue, puis elle dit ouvertement qu'elle est dépressive. Oui, ce qui est quand même une nouveauté. Hein. Puis elle dit aussi à son employeur que c'est ça, elle est tannée de se chercher, puis elle aimerait ça avoir un rôle public un peu plus positif. Puis là, on voit déjà le fondement de... Ce qui n'est pas nécessairement un problème, mais ça ressemble... Tu sais, quand on parlait de Captain America, puis on disait c'est pas tant une suite à Captain America plus qu'une suite à Hulk. Ben, une Thunderbolt, c'est pas tant un nouveau Avenger, mais plus une suite à Black Widow. Où là, ils ont décidé de prendre le personnage de Florence Pugh, sa Black Widow, et elle de l'équiper. En tout cas, on y reviendra plus tard, mais c'est clairement le gros fil conducteur du film. C'est à propos d'elle, sa rédemption, la prise de sa place dans l'univers du MCU. C'est, dans le fond, s'il y a un film que vous avez besoin d'avoir vu avant d'aller voir Thunderbolt, c'est Black Widow. Effectivement, mais tu sais, c'est le thème du film, c'est montré très qu'au début, c'est la rédemption, puis peu importe qu'ils vont présenter les personnages suivants, là, que ça soit US Agent, que ça soit le Red Guardian. Taskmaster, mon préféré. Oui. Si t'as choisi Taskmaster comme t-shirt, profites-en. Si vous aviez aimé Slipknot dans le premier Suicide Squad...
C'est à peu près le même durée de temps. Ça a été très drôle parce que tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il avait fait avec Taskmaster, un personnage qui a été très mauvais dans Black Widow 2. Mal apporté, personnage inintéressant, qui apportait rien, qui était semi-muet en plus. On faisait comme, pourquoi que le personnage est là? Mais comment l'actrice a accepté le projet d'aller dans Thunderbolt? Ben, il devait y avoir quelques zéros quand même. Tu sais, mettons que t'es là pour 300 000 $ puis tu meurs après 15 minutes. C'est 300 000 $ bien gagné, là. Ouais, écoute, si tu divises ça en minutes, oui. Oui, c'est tout. Donc, elle se cherche, fait cette mission-là, puis rapidement, elle obtient donc une dernière mission, puis c'est là qu'on découvre que c'est Julia Louis-Dreyfus. Frère, son personnage, que j'oublie toujours son nom. Valentina. Valentina. Et d'ailleurs, la preuve que il y a tellement eu d'espace entre les projets Marvel, qu'il y a tellement eu de temps, qu'on ne savait tellement pas où est-ce qu'on s'en allait. J'avais complètement oublié partout où il y avait plugué. La pauvre Julia Louis-Dreyfus, là, je pense qu'elle a pris 20 ans. Là. Je veux dire, on l'a vu dans Wakanda, je m'en souvenais pas. Dans Winter Soldier, je l'ai pas vu. Dans Black Widow, la scène finale, la post-credit scene, c'est elle qui est avec Yelena finalement pour lui proposer le job qu'elle a dans Thunderbolt. Je me suis tout retapé ça après pour me rendre compte que Chris, ça a donc bien été long. Elle a eu le même parcours que Thanos, tabarnak. Ben, c'était pas dans quelle série ou aussi c'est quoi la Shack Carter qui est devenue comme la tête du Shield. Du Shield d'une organisation criminelle avec le baron Zemo. Oui, là. oui. Chris, ce qui s'est passé avec elle? C'était dans Winter Soldier. Dans Winter Soldier. Mais tu vois, ça, je l'ai pas vu. Puis là, je me retapais tous les trucs de Julia Louis-Dreyfus. Puis j'étais comme, elle est donc bien bonne. Puis ça paye parce que dans Thunderbolt, tu dis que le film est à propos de Yelena, mais il est aussi à propos de elle. Oui, le film est à propos de elle. Et dans le fond, c'est parce qu'elle fait partie du Congrès. Elle fait partie... Ben, c'est la chef du FBI, je pense. Exactement, mais là, ils se rendent compte que ça, elle a comme une organisation qui s'appelle, je me rappelle plus que c'est Oz, bien quelque chose. Puis elle a comme un projet de superhuman qui est pas tout à fait net, puis le monde enquête dessus pour la faire tomber. C'est que c'est elle, c'est pour ça qu'elle regarde du monde comme Black Widow, c'est pour effacer ses traces, parce que le Congrès sont en train de la spotter, puis... Et là, l'affaire, c'est que elle a pas mal effacé tout ce qu'elle avait effacé. Donc, elle donne une dernière mission à Yelena, qui est d'aller dans un bunker où elle doit tuer Ghost, là, l'espèce de personnage qui était dans Ant-Man. Ant-Man 2. Ouais, exactement. Bon, fait qu'elle, c'est sa target, c'est ça. Fait qu'elle y va. Puis rendu là, c'est la chose drôle, c'est que là, toute l'équipe de Thunderbolt, à part le Red Guardian, se ramasse là parce que chacun avait la mission d'éliminer l'autre. Effectivement, ça fait que... Sauf The Red Guardian et sauf Bucky. Oublie pas Bucky. Oui, Bucky, Congressman. Parce que le film se porte sur deux axes. Il y a ce qu'on appelle les Thunderbolts, dans le fond, ceux qui sont on va dire les vilains, qui sont des agents à la solde de Valentina. T'as le Red Guardian, qui lui aimerait ça être un héros tout court, qui est un peu un loser présentement. Et t'as aussi le front politique, où Valentina, elle, est persécutée par le Congrès pour ce qu'elle a fait. Et t'as aussi Bucky, qui, rappelez-vous, est devenu maintenant un homme politique au Congrès. Il est sénateur, si je ne m'abuse. Puis tu sais, dans le fond, lui, il essaye d'avoir sa rédemption à travers l'acte politique, si on veut. C'était dans Captain America qu'on avait vu qu'il était congressman, puis que là, il allait se mêler de la politique, puis c'est pas très bon. C'était très mal apporté aussi dans Captain America, c'est parce que le personnage était placé à un niveau de seconde main, puis juste apparition pour dire ces deux-là ont déjà été amis. Si vous pensiez qu'on avait oublié Bucky, le voici, c'est qu'il est en campagne électorale. Ouais, c'est à peu près ça, mais tu sais... Mais on pensait encore une fois que ce côté-là de Congressman allait être important dans ce film-là, mais ça n'a pas duré longtemps, hein? Non, il a abandonné quand même assez rapidement. Donc, tout ce monde-là se retrouve dans le bunker. Donc, comment tu l'appelles, le Captain America mauvais? US Agent. Bon, US Agent est là, Ghost est là, Taskmaster est là, Yelena est là. Et là, ils se retrouvent sur place, ils veulent tous se tuer. Taskmaster, elle, se fait tuer. Ouais, une balle dans la tête assez directe. Puis le réalisateur expliquait, c'est que je voulais que les stakes soient là. On voit que personne n'est à l'abri de rien, là. C'est aussi ce que David Ayer avait dit en tuant Slipknot, genre personne n'est à l'abri, mais c'était comme t'en tues un qui a même pas une ligne dans le film, puis après puis personne meurt. C'est un petit peu ça aussi dans Thunderbolt. C'était tellement vilain.
Honnêtement, ça m'a ramené une blessure Black Goliath dans voyons, c'était Civil War. Oh mon Dieu, dans le comics, ça? Tu sais, qu'il avait dit un personnage va mourir, il ne reviendra jamais, les choses ne seront plus jamais pareilles. Là, tu fais comme Chris, ils vont tuer Iron Man, ils vont tuer Spider-Man, Black Goliath est mort. Et là, t'es là sur Internet, t'écris Black Goliath, puis Google fait comme Who the fuck is that? Là, tu fais comme Ouais, mais t'as peu, Monsieur Marvel, nous, on l'a vécu avec Soudibni. J'ai lu cette série-là, puis moi, à l'époque, je lisais pas de DC. J'ai jamais compris. Soudibni, là, c'était la femme d'Elongunted Man, qui est même pas Plastic Man. Oh mon Dieu, Identity Crisis. Identity Crisis. Il va y avoir une mort. Toi, t'as commencé avec Hush, moi j'ai commencé avec Identity Crisis. C'est le premier trade que j'ai acheté de DC, à part genre, tu sais, j'avais lu un petit peu de Batman et Superman. Là. Mais tu devais être dévasté quand t'as su que Soudibni était morte. J'étais surtout perdu en esti. Moi, je me rappelle d'avoir lu ça, puis tu sais, les dessins étaient super beaux. L'histoire, tu comprenais que toutes les personnes étaient ultra déchirées. Sérieusement, rien comprendre, mais rien comprendre. Tu sais, surtout qu'à l'époque, c'était des séries qui ramenaient des fois des éléments de Tower of Babel et compagnie, puis tu sais que t'as aucun élément de DC, de rien. Là, tu dis ça, t'es comme... Puis surtout, la femme de Roger, troisième voisin de Bob, là, qui meurt, c'est comme... OK. Je m'en calisse, mais ce qui était intéressant d'Identity Crisis, c'est que dans cette ère-là où Batman était vraiment paranoïaque, là, on va se le dire, là, le Batman complètement cinglé qui se méfie de tout le monde, aime personne, est bête, reste dans sa cave, puis touche-moi pas, regarde-moi pas, parle-moi pas, il y avait quand même, pour la première fois, on prenait pour Batman parce que Batman les avait pognés, les hosties de sale, à mind-wiper hosties des méchants. Oui. Tu sais, l'équivalent de castrer quelqu'un, là. Ben, il n'y a pas de série qui est sortie il y a 2-3 ans, c'était Tom King qui l'avait écrit, qui était comme une suite à ça, au chemin qui parlait des vilains de le monde qui étaient comme en psychologie parce qu'ils s'étaient tout fait wiper à mémoire au grand complet, puis on parlait des répercussions de ce qu'il avait fait, c'est pas drôle. Et tu dis quelqu'un se fait une niaiserie, il t'efface la mémoire au grand complet, puis il n'y a plus rien qui est arrivé. C'était Heroes in Crisis dont tu parles, puis Identity Crisis, là, moi je me souviens, ça avait fait vraiment, vraiment scandale parce que Dr. Light, il avait violé quelqu'un, puis là, la Justice League était venue l'arrêter, puis là, tout le monde, puis c'était toujours le même problème qui se posait, c'est-à-dire que les big, les A-list arrivaient sur place, ils crissaient le camp tout de suite parce qu'ils recevaient un call, puis il restait juste les B-listers. Puis là, les B-listers restaient avec le méchant, puis Zatanna, Green Arrow, puis je me souviens plus qui d'autre qui était dans ce gang-là, on fait comme ouais, mais tu sais, on est écœuré de courir après ce monde-là, on peut-tu genre juste wiper la mémoire de ce monde-là, puis à m'amener, il y a Batman qui pogne parce qu'il avait fait hey, j'ai oublié mon set de clés. Il revient en arrière, il est pogne sur le fait et il décide de mind-wiper Batman. Ouais, c'est une bonne idée. Hein? C'est une bonne idée quand tu penses pas que Batman il a la mémoire longue, même si elle est wipée. Ben, c'est quand même le gars qui s'est créé des doubles, des triples identités comme Face Safe. Moi, je pense que tu joues avec les poignées de ta tombe quand tu fais une affaire de même. Mais c'était un excellent comic, juste pour revenir là-dessus. Mais effectivement, Soudibni, tout le monde s'en calisse. Rétrospectivement, je l'ai relu comme 10 ans après, là, parce que quand j'ai lu ça, j'avais essentiellement inclus genre du Batman. Puis je me suis rendu compte que c'est pas tout qui était exceptionnel, mais c'est ça, c'est quand même une bonne série quand tu connais le contexte de ce qui se passait dans cet univers-là. Tu sais, le gars, c'était Brad Meltzer, c'était un auteur de best-seller américain d'espionnage, puis de trucs de même. J'en ai lu du Brad Meltzer, puis c'est vraiment bon, là. Puis on l'avait amené dans le monde du comic. C'est quand même pas rien. Non, c'était pas rien. C'est juste que c'était vraiment pas pour les non-initiés. C'est ça. Puis pour les fans de Soudibni. Bref, fin de la parenthèse. On retourne à Thunderbolts où finalement, c'est ça, Taskmaster est mort. Tout le monde se rend un peu compte de pourquoi on est là assez rapidement, puis c'est correct, pas de tatouinage. Valentina nous a tout crissé là pour effacer non seulement tout ce qu'il y avait de son projet de super-humain, mais de tout ce qui la relie à quiconque, incluant maintenant ces tueurs à gages qui ont tous pour mission de s'autodétruire. Et puis pendant leur combat dans le bunker, ils ont fait sortir quelqu'un de sarcophage. Qui s'appelle Bob. Sérieusement, les jokes de Bob, ça m'a beaucoup fait penser à Beetlejuice 2.
Ouais, mais Bob dans Beetlejuice 2 était plus cool. Ouais, mais les jokes de Bob dans Total Bowl étaient très drôles. Ouais, c'est parce que, tu sais, c'est ça. C'est un gars qui, finalement, on se doute qu'il fait partie d'un genre d'essai de sérum de super... Tu sais, ça tourne toujours autour du Christ de sérum. Là. Que ce soit Hulk, Captain America, c'est toujours autour de ça. Là. Ben, c'est toujours le problème, parce que quand tu crées un groupe de super-héros, puis après, t'es clair, puis t'en repars ça, c'est parce que tu vas toujours avoir un trou à combler. Puis une fois que l'humanité a compris que t'as bien beau avoir l'armée que tu veux, Thanos contre l'armée complète de la planète Terre, ben Thanos gagne. Ben, Thanos gagnait dans beaucoup de scénarios, en fait. Exactement, c'est que t'as besoin de quelque chose, puis les autres, leur objectif, c'est qu'ils voulaient avoir quelqu'un qui était plus fort que les Avengers au grand complet à lui tout seul. C'était le projet sur lequel travaillait Valentina. Ils découvrent tous un peu ça. Par un subterfuge, ils réussissent à sortir de là. Ils commencent déjà, je pense, à travailler en équipe en ayant des idées. T'en vois qu'ils sont plus selfish, mais malgré tout, ils essayent de s'aider. Tu sais, Ghost qui fait semblant que, dans le fond, elle est revenue parce qu'elle avait pas le choix et elle les a sauvés en passant. Le Captain America US Agent qui, juste comme, ouais, je pense à moi, mais en même temps, ça peut vous aider. Mais non, au moins, le US Agent, la personnage, il explique son background. Parce que le gars, tu sais, dans la série de Winter Soldier, c'était vraiment un douchebag, le gars. Sauf que il a tué quelqu'un sur un état de rage, puis c'était le héros tombé. T'sais, il était supposé être Captain America, mais finalement, c'est un héros déchu. Et la façon qu'ils l'ont présenté dans le film, quand il voit justement, on découvre son côté, c'est que lui, il était supposé avoir un mariage, puis un enfant, tout était supposé bien. Sauf que le gars est tellement centré sur lui-même qu'il a abandonné sa famille, puis sa femme le crissait là. C'est que le personnage, il a l'air encore il essaie de montrer encore son côté douchebag, mais en même temps, il veut se racheter. Ça fait que même s'il voudrait dire, ouais, je me crisse de tout le monde, il est pas capable parce que il faut qu'il. Tu sais, qu'on parlait des arcs de rédemption. Puis c'est un militaire aguerri aussi, mais encore, je vais parler, mettons, des deux affaires qui m'ont irrité le plus, puis parce que j'ai beaucoup aimé le film. Là, j'ai de l'air à chialer depuis le début, là, mais je vais comme vider ce qui fonctionne pas. Là. Il y a eu une série qui s'appelle Falcon Winter Soldier où c'était déjà adressé tout ce qui arrive à US Agent. Son arc de personnage de A à Z est fait un peu comme le problème dans Hulk, là. C'est dans Captain America 4. Ça a déjà été raconté, son histoire. Lui, il n'y a pas de progression. Toute son histoire de fond en comble, puis son arc de rédemption, il l'a déjà eu dans une autre série, mais ils ont encore fait le pari, les gens ne l'ont pas écouté, fait qu'on va raconter en 3 scènes de 2 minutes son histoire, ce personnage-là, mais je veux dire, sa chimie avec les autres fonctionne, ça fonctionne tempête, c'est pas un problème. Il y a aussi le problème de... Valentina, vous donner une idée, là, elle est présentée comme on va dire la vilaine Nick Fury, si on veut. Là. Comme... Amanda Waller, genre. Genre, ben, c'est ça, tu sais, un intellect, genre 3 fois plus puissant que n'importe qui sur Terre, elle contrôle, elle sait tout, elle est tout le temps 8 cases en avant de tout le monde. What the fuck, là, que Bob est dans un sarcophage, qu'elle sait pas qu'il y a un de ses projets qui a fonctionné, pis elle l'aurait brûlé là. J'étais comme, ah ouais, really? Bob est mort. Ouais. Il a été déclaré mort. Fait qu'elle se débarrasse du corps plus que de Bob. Effectivement, c'est juste que dans ce sarcophage, possiblement dans le tassant, Bob était encore dedans, mais il était déclaré mort. Et ça, une affaire aussi qui était très drôle qu'on découvre dans le film, c'est que les projets qu'ils font pour faire des super soldats, dans le fond, c'est du monde qui s'enrôle volontairement pour avoir des tests subjects. C'est tous des rebuts de la société. Ils ramassent des clotos. C'est que Bob, c'est un gars qui était sur le Crystal Met. Ouais, c'est vraiment... Ça, c'est intéressant parce que il y a un moment donné où l'assistante de Valentina, c'est qu'elle lui dit, elle dit, vous avez injecté un super sérum dans Steve Rogers. Dans un gars comme Steve Rogers, ça donne un Captain America. Là, vous vous êtes mis à crisser des super sérums dans le monde qui sont sur le Crystal Met. Vous pensez que ça va donner quoi? Ouais, parce que dès que le sérum fonctionne, je veux bien que vous avez un bouton fail save pour le killer, là, sauf que, mettons que ça marche pas, là. Vous avez un gars qui est plus puissant que tous les Avengers, mais qui fait du Crystal Met. D'ailleurs, ça nous amène à, bon, on se sauve de là, et justement, la voie de l'évasion, c'est Bob. Bob qui se dévoile, en fait, Bob qui nous dévoile que j'espère que Warner Brothers ont les meilleurs effets spéciaux pour voler, parce que sinon, Superman va être pénible en tabarnak. Je sais pas pourquoi que tout est rendu difficile quand le monde vole. Tabarnak que c'est là. Sérieux, j'espère sincèrement que James Gunn a pris des notes, là. Là, le plus grand défenseur de James Gunn, t'as quoi à dire, là? Eh bien, je veux dire, c'est pas une attaque sur James Gunn, là. C'était pas beau, mais tu sais, je veux dire, ça n'a rien à voir avec le fait que Superman s'en vienne. Il a besoin d'avoir des meilleurs effets, là. Ouais, effectivement.
Mais, tu sais, je veux dire, il est avec un autre studio, c'est un autre réalisateur. J'ai pas de raison de douter que ça sera pas awesome Superman. Mais c'est vrai que c'était bobof, un peu... J'ai trouvé ça très laid. J'ai fait comme. Puis c'est drôle parce que quand j'ai vu cette scène-là, puis il y a des scènes un peu plus tard dans le film où quand il combat les Thunderbolts au complet, puis je regardais ça, puis j'étais comme, hostie, si Superman va vers ça, on va avoir un très mauvais moment. Mais tu sais, c'est le problème avec Superman puis le monde qui vole et autres, là, c'est parce que, tu sais, des fois, tu checkes les nouveaux effets spéciaux qu'il fait, puis tu fais comme Chris, Smallville avec la bullet time, c'était pas si mal. Je vais le faire, le défenseur de James Gunn. Tu sais, je veux dire, Marvel, ils ont bien des qualités, bien des défauts. Ils rely beaucoup sur les effets spéciaux cheap, puis genre surcharger des équipes. Puis là, on en a parlé un petit peu, le film, des reshoots, peut-être pas tant, mais les changements dans le scénario. Puis tout, les effets spéciaux, c'est tout le temps la dernière priorité. Puis ils sont pas beaux dans la plupart de leurs films. En tout cas, mettons dans les 20 derniers sur les 30, 35. Là. Genre, c'est, tu sais, ça pète pas des plombs. Superman, c'est un projet de cœur pour James Gunn. Il n'y a rien qui me laisse croire qu'il va avoir lésiné là-dessus. D'après moi, il a demandé à Warner d'être bien entouré. Il veut que ça look. En tout cas, je crois. Tandis que même si c'est un réalisateur que j'apprécie qui a fait Thunderbolt, c'est pas lui qui a réalisé les effets spéciaux. Là. C'est toujours donné à des équipes B qui font ça pour eux. Puis c'est ça, c'est cheapos un peu. On n'est pas là pour la qualité. Puis je veux dire, c'est pas rien que quand ils volent toutes les scènes d'action où il y a genre, il prend un tiroir pour le lancer sur quelqu'un. C'est tout le temps lettre. Ça ressemble à de la CGI de PlayStation 2. Là. Mais tu sais, on n'a rien qu'à prendre Wolverine qui aimait son casque dans Deadpool. Là, sérieusement, le CGI de ça, c'était-tu affreux et laid. Qu'il passe bord à bord de l'autobus, là, c'était pathétique. Là. C'était honnêtement tellement laid. C'était awesome parce qu'on était content de le voir. Mais quand je l'ai réécouté sur Disney+, il n'y a pas longtemps, là, mais c'est tellement laid. Ben, moi, ça m'avait cassé le fun au cinéma. Je l'ai vu sauter, puis qu'en plus, ils ont fait un plan au ralenti. C'est comme fait, c'est tellement laid, faites pas ça, là. Si passez à d'autres choses, là. Faites ça vite qu'on ne le remarque pas, là. Mais bref, bon, fait que là, Bob est dans les airs, on se rend compte qu'il vole, il fait de la distraction, il s'écrase tel une météorite, ce qui met la puce à l'oreille de Valentina de « Oh, il y a le projet », puis là, on comprend que c'est le projet Sentry, il y a quelqu'un qui a survécu. Oui, effectivement, il y a quelqu'un qui a survécu. Et là, il réussit à le ramasser. Puis Valentina, c'est toujours son côté crosseur et manipulateur, réussit à le convaincre d'être son héros. En fait, elle l'enferme dans une pièce. Et c'est là que tu vois que l'actrice, Julia Louis-Dreyfus, elle est incroyable. Elle tient le film dans sa main, là. Elle est une bonne vilaine, une bonne double cross, elle est une bonne... les répliques, j'aurais aimé le voir en anglais parce que j'écoutais Seinfeld en anglais dans le temps, puis je l'aimais déjà à cette époque-là, cette actrice-là. Puis tu vois là, qu'il y a un talent, là, puis elle a l'air d'avoir du fun surtout. Ça, c'est quand même primordial dans un film. Mais tu sais, puis ça fait changement aussi parce que d'habitude, les vilains sont toujours pathétiques, tu t'en calisses totalement, tandis que elle, tu sais, tu prends presque pour elle parce que tu la trouves sympathique dans son côté crosseur. J'allais t'ajouter qu'il y a deux choses qu'ils n'ont pas faites avec elle que je trouve agréables. Premièrement, elle n'a pas l'air de s'en colisser pour être là pour le paycheck comme Harrison Ford. Et ils n'ont pas senti le besoin de la mettre tout nue, frêle, dans une scène X pour aucune raison comme Harrison Ford. Si aujourd'hui j'étais sur Facebook puis j'ai vu une publication de Hot Toys puis il y avait un Indiana Jones vraiment parfait du dernier film, j'ai fait écrire en commentaire quand est-ce la version en boxer. Ah, c'est terrible. Et dans Indiana Jones, il était tout nu, puis dans Hulk, il était tout nu. En fait, elle dégage une aura de genre de Lex Luthor ou de, mettons dans Marvel, de Osborn. Genre, tu sais, c'est comme un fin manipulateur, quelqu'un qui est un vilain, mais qui est souvent sur la ligne du il le fait pour des raisons qui sont propres à lui, qui pour l'humanité pourraient paraître bonnes. Je sais pas si vous me suivez. Là. Ouais, parce qu'elle apprend le côté genre j'ai besoin d'un remplacement aux Avengers, vous êtes pas capable de me le livrer, je vais le livrer. Ben, tout simplement, c'est exactement comme Luthor, quand tu prends la BD qui avait sorti, c'était Brian Azzarello qui avait écrit Luthor. C'était tellement bon, ça. Tu sais, son point de vue, c'est que moi, dans ma vie, je me suis battu pour arriver là, puis lui, il arrive, il y a un rayon de soleil dessus, puis c'est Dieu. Puis pas juste ça, c'est un peu le même point aussi que Batman avait dans Batman v Superman, dans le sens où, OK, c'est correct, on se fie tout sur ce gars-là, puis une fois que ce gars-là va être mort, qui va prendre sa place? Tantôt, on va parler d'Absolute, puis ce point-là est apporté d'Absolute Superman. Quand même intéressant. Donc,
Fait que c'est ça. Fait que là, Valentina part avec Sentry. Il fait tout son petit speech. Pendant ce temps-là, eux autres sont sauvés par le Red Guardian, qui est vraiment juste le gros humoriste du film. Ben, ça prend toujours un comic relief, mais sauf que des fois, ils sont toujours trop lourds, tandis que lui, la façon qu'il est emporté, même s'il dépasse les bornes, c'est jamais trop. Parce que c'est le personnage, puis il fonctionne avec le reste de la chimie. C'est parce qu'à chaque fois que les personnages sont trop dark, puis parce que veut pas, c'est une gang de dépressifs qui sont en rédemption. Sauf lui qui veut vraiment devenir un héros parce que lui, c'est un has-been. En fait, j'allais dire, le personnage le moins bien exploité, je trouve, c'est Ghost. C'est le personnage que. Il y a un arc de rédemption, mais de quoi? Un arc de rédemption de qui puis de quoi? Pourquoi? Elle en avait comme déjà eu un aussi dans Ant-Man 2. Au final, c'était comme pas vraiment une vilaine, puis on n'a plus entendu parler. Puis c'est probablement le personnage le plus sous-exploité dans le film. Elle, son backstory, très très léger. Puis c'est ça, on comprend dès le début qu'elle se crise de tout le monde, mais elle revient tout le temps pour, on va dire, les mauvaises raisons, mais elle revient. Puis elle, c'est probablement le weakling dans tout ça. Là. J'ai tendance à oublier qu'elle était dans le film. Ben oui, puis pas juste ça, c'est que tu me parles de rédemption, puis j'essaie de comprendre dans le film, elle fait quoi, tu sais, je veux dire, moi, au final, elle reste, tu sais, elle est un peu un passager dans ce film-là, c'est ça qui est drôle. Elle est là pour faire avancer le scénario, genre ils sont pognés, puis elle décide de revenir pour les aider. Puis il y a aussi, la chimie fonctionne vraiment bien entre plusieurs personnages, tu sais, le Red Guardian, Yelena, c'est sa fille. Fait qu'ils ont une relation, tu sais, comme papa avec sa fille rebelle, si on veut, qui fonctionne, qui est super drôle. Il fonctionne aussi avec US Agent parce que, tu sais, il fait comme « Hey, toi aussi, t'es un Capitaine America. Moi aussi, je suis comme un Capitaine America. » Fait que, tu sais, il y a plein de jokes autour de ça. Il se challenge, puis tu sais, soupe aux lèvres, pince sans rire, en tout cas, pour le personnage de Walker. Ça fonctionne beaucoup aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de on and off avec ça, là, les chicanes entre les personnages. Puis ces trois acteurs-là, particulièrement, ça bounce vraiment bien. Là. Puis elle est comme un peu, genre, je regarde ça aller, puis... C'est ça, elle fait pas grand-chose, là. Puis tu sais, t'as le Winter Soldier, que lui, c'était le One-Man Army qui se calise de tout le monde, sauf que c'est le seul qui est super entraîné dans la gang, c'est le plus entraîné. Parce que c'est ça, là, on vient de l'introduire, il arrive aussi à ce moment-là dans le film, là, le Red Guardian les ramasse, ils partent en limousine, s'ostinent, c'est qu'on fait, nanana, et là, ils se font poursuivre par l'armée, puis des trucks, puis là, ben, il y a une scène de fusillade, puis ça assomme, et là, à un moment donné, ils sont pas capables de les semer, fait que là, Black Widow est obligée de sortir, elle prend son gun, bang, elle fait sauter après une balle un char, tu sais, même elle a comme l'air genre, ouais, je suis sharp shooter, mais là, qu'est-ce qui se passe? Et là, vraiment, la scène la plus épique et efficace du film, tu vois la moto de Bucky qui arrive, puis là, il est en train de faire sauter les tanks, puis là, il en pogne un avec son bras, puis il le fait virer de bord, puis j'étais maudit que c'est une belle scène, puis que ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Je suis pas un Marvel boy, là. Puis j'étais comme, oh yeah, que ça kick des culs, scène, là. Ouais, puis ils ont aussi pris une page de The Dark Knight avec la vanne qui ont fait flipper. Ben, absolument rien. Ça réinvente absolument rien. Ça fait 20 ans que des vannes flippent par en avant. Okay? Ouais, mais quand même, je veux dire, The Dark Knight a mis la nouvelle façon. Ouais, pis tu sais, c'est pas rien que la vanne qui flippe, c'est genre la boucane avec la moto, lui qui arrive avec ses cheveux au vent, tu sais. Il présente, c'est un pretty boy sur sa moto qui vient sauver la situation. J'étais comme, il est cool, Bucky. Il l'utilise pas assez, ce personnage-là. Il est vraiment awesome. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, ils nous ont tous donné l'arc un peu avant aussi, où tu sais, le sénateur qui est avec lui, il dit là, t'as-tu déjà lu un rapport? Ben, c'est ça ta job, c'est lire des rapports. Puis là, il s'en va chez eux, puis il essaie de lire un rapport, puis il est comme. Mais c'est là qu'il embarque sa moto, mais comme c'est vraiment plate. En sortant sa main qui mord la vaisselle. Il y a plein de petites jokes qui fonctionnent rien dans le film de même. Ça marche parce que t'accroches aux personnages, ils sont rendus là, ça raconte quelque chose d'autre qu'une origin story, ça raconte quelque chose d'autre qu'une invasion interplanétaire de galaxies. C'est tellement un beau fuck you Anthony Mackie aussi qui a « Oh, j'ai pas besoin du sérum. » T'es plate, pas de sérum, man. T'es dole. Quoique, il a quand même réussi avec son armure wakandienne de Wakandienne. Câlisse, il a torché Hulk avec des petites dagues. Oui, mais attention, Hulk était tout nu. Mais il y a des petites dagues. Avec des petites dagues. Il y avait beaucoup de petites dagues, au moins 7 petites dagues dans Hulk. Et tout le monde sait que Hulk, à 6 petites dagues, il est correct. À 7. Et t'es en train de dire que finalement, Falcon, c'est comme un cactuar dans Final Fantasy, c'est 1000 Needle. Mais bref. Ben, là, Bucky arrive, puis là, il pense aux autres que c'est pour genre, tu sais, hey, il vient se joindre à nous autres, tout, pas en tout. Ils arrêtent toute la gang.
Puis il leur pose des questions, puis là, les autres commencent à leur parler. Leur contre-caractère, ils font comme, disons, tu peux pas, parce que les autres, on est là pour Bob. Mais quel argumentaire de marre dire que t'es là pour défendre Bob? Ben oui, t'es là pour défendre. C'est qui Bob? C'est quoi Bob? Pourquoi Bob? Et là, il reçoit un téléphone en plein milieu de l'interrogatoire, puis quelqu'un fait comme, t'es-tu au courant de Bob? Et là, il fait comme, c'est qui Bob? Tu me niaises? Puis là, il regarde, tu sais, genre les Thunderbolts qui sont là, puis qui font comme, ben, on te l'avait dit. Tu sais, s'il y a un autre gars qui t'appelle puis il te parle de Bob, c'est parce que Bob doit exister. Là. C'est parce qu'on peut pas inventer. Deux personnes ne peuvent pas inventer un nom aussi cave. Non, absolument pas. Là. Fait que là, si je me souviens bien, c'est à ce moment-là qu'il décide d'aller après Valentina. Oui, effectivement, parce qu'il se rend compte que c'est elle le problème. Exactement. Puis bon, Thunderbolt, c'est l'équipe de soccer de Yelena. Présenté par Shane Electric. Non, c'est pas Shane, les pneus, c'est. Tu sais, c'est comme. On dirait que quelqu'un dit, ça vient de où Thunderbolt? Ben là, Thunderbolt Ross, là, le gars qu'on a utilisé dans Captain America, là, le président, puis il a formé d'équipe. Ouais, là, on l'utilise dans l'autre film, là. Ouais. Comment on va faire le lien? Ben, ça va être l'équipe de soccer, la petite russe qui était jeune. Ah, ok. Mais vraiment, avec la joue, c'est qui le sponsor de l'équipe, là? C'est parce que tout le monde se mêle. Parce qu'il y en a un qui dit que c'est Shane, le gars des tires. L'autre, c'est une compagnie d'électricité. Puis là, il mélange les deux. Puis sérieusement, la joke top jusqu'à la fin du film. C'est vraiment drôle. Honnêtement, la joke de Thunderbolt, moi, je l'ai beaucoup ri. Fait que là, ils se rendent dans le tout nouvel immeuble, tout juste acquis par Valentina, qui se trouve finalement à être... Avenger Tower. Ben oui, on retrouve la Avenger Tower comme tout en décrépitude, comme on l'avait vu quand Happy Hogan avait commencé à déménager le stock. Là. Ben effectivement, mais tu sais, veut pas, si tu relances un super-héros, ça prend un building iconique. Puis dans BD de Sentry qui était devenu vilain, The Void, avait pris comme base d'occupation l'Avenger Tower. Bon, fait que tu vois qu'il y a un lien ici avec le comics. Fait que là, on arrive là, les Thunderbolts veulent tout en fait, non, ça c'est le bout moi qui m'a fait le plus rire. Parce qu'il y a un décrochage tellement bien placé. Je veux dire, les Thunderbolts arrivent, ils tuent plein de monde, ils défoncent la tour, ils arrachent, ça explose. Tu sais, genre le classique film d'action. Et t'as juste Valentina dans l'intercom qui fait « Ah, Steve, faites juste monter, là. » L'ascenseur, les portes sont ouvertes, je vous attendais. Et là, les autres sont pognés pour s'excuser aux pauvres agents qui se sont fait péter la gueule, mais de façon incroyable. Les agents sont morts à terre, puis elle est juste comme « Pas obligé de tout faire ça, là. L'ascenseur est là. » C'est comme je vous attendais. C'est surtout qu'en fait, on n'a pas de plan. C'est quoi le plan? C'est comme j'en ai un. Il pisse une gaz, passe à travers le building avec Claude G, puis il pète la gueule de tout le monde. Elle avait juste lui dire, vous avez juste à traverser, il n'y a pas de problème. Fait que, oui. Et point fort du film, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, ils sont allés contre une tendance des genre 15 derniers films de Marvel. Il n'y a pas de... comment ça s'appelle? Music drop. Il y a un terme pour ça. Dans le fond, tu sais, une scène d'action, une scène commence dans un film, puis on met une toune connue qui va avec. Tu sais, James Gunn est un champion de ça. Marvel font tout le temps ça. Là, c'est une trame sonore dans le film. Genre, il n'y a pas ce raccourci-là à tous les fois. Genre, bon, ils vont mettre Kung Fu Fighting pendant ça parce que c'était une comédie, puis c'était une vieille toune drôle. Non, il y a genre... Les scènes d'action sont le fun, puis la trame sonore fonctionne bien avec. I'm Just a Girl avec Captain Marvel, qui était très 1990. Ben, souvent, c'est ça. Ben, je pense que ça part avec ce que James Gunn avait amené dans Guardian, puis ils ont comme resté crochetés là-dessus, là, tu sais. Ben, Immigrant Song dans Thor. Ils ont fait le tour dans Love and Thunder aussi. Puis Suicide Squad avait essayé de faire la même chose avec Bohemian Rhapsody. Oui, effectivement. C'était pas que genre le cover de 21 Pilot, quelque chose. Ouais, effectivement. Il y avait ça aussi, c'était pas très bon. Fait que tout le monde se retrouve en haut dans des lieux qui sont communs et agréables à voir, c'est-à-dire le bar de Tony Stark. Effectivement, la place où ce que Loki avait fait son stand devant Hulk. Ouais, le fameux I have an army, we have a Hulk. Ouais, puis on a vu que ça avait donné à la fin. C'était quand même cool de revoir ça. C'est un beau callback. Tu te dis, c'est pas un fan service trop nécessaire, mais c'est pas non plus désagréable. Ils sont tous réunis dans cette salle-là. Et elle fait les présentations de Sentry. Effectivement, puis il descend, puis il est comic accurate. Il y a le costume jaune, puis ils ont même bleaché les cheveux blonds. Oui, puis
il l'adresse. Ben, justement, pour ça, c'est le meilleur moment de Ghost qui fait. Ben, Ghost, ça fait 2 bonnes jokes. Elle a fait une joke sur le casque de US Agent. Elle fait comme. Qu'est-ce que c'est ce chapeau? Il fait comme non, c'est un casque. Parce qu'il y avait vraiment de l'air cave dans Winter Soldier avec ça. Et elle fait une joke, elle fait comme. Ils t'ont changé la couleur des cheveux. C'est vraiment laid. Parce que c'était laid. Ah, puis il est comme plus sûr, hein, il se tourne vers Valentina. Ben là, c'est ce qui. Non, c'est très très beau, c'est très très réussi, ça fonctionne. Et là, il y a la scène que moi j'ai détesté le plus parce que j'ai trouvé qu'elle était mal faite. Ah, le combat? Ouais. Puis c'est là que j'ai eu une deuxième inquiétude pour Superman. Ben, tu sais, ça m'a fait penser un petit peu que c'était passé avec Henry Cavill. Tu sais, comme il ne savent pas gérer le hyperspeed. Oui, ben ça ressemblait. Tu me fais penser, ça ressemblait beaucoup à la scène dans Justice League. Quand ils se battent contre lui, quand il revient à la vie, là. Ouais, que de Flash est trop lent pour lui, puis oui, tout, là. Puis là, il est capable, puis là, il est bas tout, puis genre, il est comme dans une position d'invincibilité. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de CGI pendant ces combats-là. Puis les faces sont comme plus naturelles. Il est comme. Je sais pas. Ah non, c'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Bref, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que il a pété la gueule à tout le monde, puis effectivement. Mais péter la gueule à tout le monde dans un PG-13. Genre, ce gars-là pourrait détruire la Terre avec un coup de poing de ce qu'on comprend, mais genre, tout le monde repart avec des bleus. Ben, tu sais, c'est parce que Valentina lui demande clairement, tue-les. Ben non, pas les tuer, c'est comme le soldat contre les autres. Puis quand ils vont sortir dehors, là, ils vont foutre la merde, puis ils vont être tués, puis devenir le nouveau Avenger total. Tu sais, tue les nouveaux Avengers, puis prends leur place en ces autres les vilains, puis toi, tu vas devenir le héros numéro 1. Mais lui, il est pas capable de les tuer, puis les autres font comme c'est de la merde, on veut juste s'en aller. Puis vu qu'il va contre le plan de Valentina, puis il veut comme survivre contre elle, ben elle décide de faire le peser sur le key switch. Ouais, d'ailleurs, c'est assez rapide. Hein. Elle est tout contente d'avoir un de ses projets qui fonctionne. Elle a pris la peine de le cacher pour être sûr que personne ne le retrouve. Elle le teste, elle le bleach. Et au premier, genre, je suis pas sûr que je veux faire ce que tu veux. Ah, tout bad. Il refuse son brainwashing puis il veut devenir un homme indépendant. C'est que non, je te one-shot. C'est comme s'il savait pas comment apporter son personnage de Void, sa double personnalité. C'est comme le personnage qui était sur Crystal Met, que son père l'a battu. Il savait pas comment l'apporter, c'est comme on va rien que le tuer, puis c'est son côté méchant qui va revenir. Non, c'est comme genre, il va s'être auto-protégé en mettant de l'avant cette deuxième personnalité qui se trouve à être The Void. Ça fait qu'on y va vers la voie facile, on tue le personnage gentil qui est pas trop sûr de lui, puis on laisse sortir l'autre. Puis là, évidemment, c'est le classique de tous les Thunderbolts sont complètement découragés, ils savent plus quoi faire, la marre des poignets sont en bas. Puis quand The Void fait son apparition... Ben, il brise une partie du building, puis les autres sont obligés de sauver tout le monde. Tu sais, dans le fond, on se ramasse avec le classique. Dans le fond, le premier film des Fantastic Four avec le pont, c'est à peu près ça. C'est l'apparition des héros, de la façon qu'ils ont... Spider-Man. Avenger, le premier, quand les Century arrivent dans New York, tu sais, t'as le même principe où les héros sauvent tout le monde, puis après, tu as un plan de caméra qui présente une équipe qui est unie, puis qui sont là pour défendre le monde. Et ce qui est le fun dans ce genre de truc-là, c'est autant valide pour Avengers que pour Thunderbolt, c'est que filmé, et de la façon que c'est filmé, c'est extraordinairement héroïque, mais si tu regardes ça en plan réel, l'impact que ces gens-là peuvent avoir sur ce qui est en train de se passer est minime. C'est comme, ils sauvent une personne à la fois, une roche à la fois. Ouais, dans le fond, c'est parce qu'ils ont sauvé 120 personnes qui étaient aux alentours. Ça fait que tu ne deviens pas un héros international à cause de ça. Puis il y en a peut-être 400 qui sont morts autour. Là. Donc, ils n'ont rien pu faire parce qu'ils sont occupés à... Ben, le syndrome Captain America Hawkeye dans Avengers. Ouais. Tu sais, on est tous déjà allés à New York, là. Oui. Je veux dire, d'un coin de rue à un autre, là, c'est long, là. T'sais, c'est gros, c'est gigantesque, là. Quand même que tu courrais avec ton arc, là, pas grand-chose que tu vas faire. Ah, effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire, mais sauf que l'objectif, c'est de rendre une équipe où tout le monde va travailler de façon indépendante, puis tu vas centraliser le problème jusqu'au temps qu'ils n'ont pas le choix de tout être ensemble pour réussir à faire quelque chose qui est plus héroïque. C'est du cinéma, c'est juste unir une équipe. Correct. Le Void, finalement, on se rend compte que là, il fait disparaître du monde comme des taches d'ombre. Parce qu'il lève les ténèbres, puis le monde disparaît dans ces ténèbres. Mais on avait remarqué au début du film qu'il avait touché Yelena, puis il avait touché aussi US Agent. C'est là qu'on avait su qu'il avait divorcé, puis on avait vu aussi que la première mission de Yelena avait fait tuer une de ses meilleures amies alors qu'elle avait à peu près 12 ans. Ah, à peine, là. À peine, même peut-être plus jeune que ça. Plus jeune que ça. Ça fait que là, elle a allumé que quand il avait touché, il avait rentré dans sa tête, puis elle était rentrée comme dans un univers semi-parallèle. Puis quand elle a vu que le monde disparaissait, puis que les ténèbres se levaient, elle fait comme ça me rappelle de quoi?
Et elle se sacrifie, entre guillemets. Elle a fait comme, de toute façon, ma vie, c'est de la merde, j'abandonne, puis je pense que j'ai une solution. Elle dit, au pire, si ça marche pas, ça finit là, je m'en calisse, je vaux rien, de toute façon. Mais si j'ai raison, je vais pouvoir aller l'aider. Et elle se garoche littéralement dans le void. Elle disparaît. Effectivement, puis c'est là que le reste est Autobot quand ça se posait des questions, puis c'est là que US Engine fait comme, ouais, sauf que moi qui m'a touché, je me rappelle d'avoir été ailleurs, je pense que Yelena l'a fait volontairement, puis elle se doutait de quelque chose. Fait qu'elle, elle se ramasse dans le void, dans une scène à répétition du meurtre dont tu parles de la petite fille. Effectivement, parce que chaque pièce est un souvenir que t'as, puis c'est des souvenirs de plus en plus sombres, ça fait que c'est passé à travers les éléments qui t'ont traumatisé de ta vie. Puis là, c'est là qu'on embarque puis qu'on lâche peut-être que pas Winter Soldier, Captain America 4, Brave Bold New World, nomme-les comme tu veux, là, où on était vraiment dans genre je me bats, il y a de l'action, pour rentrer dans quelque chose qui est peut-être plus psychologique, genre. Ouais, on va dans un côté un peu plus intimiste. C'est pas mon bout de préféré du film, mais genre je trouve vraiment ça intéressant qu'il ait décidé d'aller là. Au lieu d'être des scènes d'action sans fin, c'est des scènes de traumatisme des personnages, puis ils ont besoin entre eux de s'aider pour passer à travers, pour finalement retrouver Bob qui lui s'est enfermé dans un coin tranquille. Puis ils disent bon ben amène-nous donc à la pire place que tu peux nous amener dans ta tête, puis on va aller régler tout ça. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a comme des loops, puis chacun des Thunderbolts, quand ils arrivent, finissent par passer de case en case, comme d'une bande dessinée. Effectivement, puis à travers ça, t'as Bob qui appelle à l'aide d'une certaine façon, qui est dans une pièce, puis Yelena finit par le trouver, puis quand elle arrive là-dedans, il fait comme tu comprends pas, tu peux pas mourir, puis ça va toujours résister, tu vas toujours retourner dans ta pire place, puis lui, il ose pas affronter sa pire peur. Et c'est quand il décide d'essayer de l'affronter que finalement, le Void essaie de les tuer sur place, puis de les empêcher d'avancer, puis c'est là que le reste des Thunderbolts arrive. Parce qu'ils ont décidé de tout faire le même sacrifice que Yelena. Exact. Puis là, c'est là que Bob décide de finalement mettre fin à tout ça. Effectivement, ça fait qu'ils réussissent à se débarrasser du Void qui existe tout le temps, sauf que quand il revient à la normale, il n'a plus ses pouvoirs de Sentry parce que il veut plus confronter ça, parce que si Sentry revient, The Void existe. Exact. Et là, le bout le plus cool du film, il trouve Valentina à ce moment-là, qui est là, qui elle était prête à les faire arrêter, les faire, écoute, comme encore 2-3 coups d'avance sur eux autres. Elle se sauve, elle reçoit un téléphone, oui, elle traverse un genre de débris. Fait qu'il court après, puis quand il traverse le débris, la caméra fait le saut par-dessus et on se rend compte que c'est une horde de journalistes avec une tribune. C'est une conférence de presse. Et elle présente les nouveaux Avengers, dont le titre du film, Thunderbolt Astérix, The New Avenger. Ouais, ils deviennent The New Avenger, puis là, elle se met à les présenter, elle prend tout le crédit, puis t'as Yelena qui se penche sur elle. Puis qui dit, on te contrôle à partir de maintenant, c'est qu'elle n'est pas en prison, elle garde son poste de Conqueror's Girl, elle garde tous ses pouvoirs, sauf qu'elle n'a plus la liberté qu'elle avait. Non, parce que là, ils savent quelque chose sur elle. Ouais, mais puis vu que c'est les Avengers... Et ils retrouvent donc la Avengers Tower. Effectivement. On les retrouve comme genre quelques temps plus tard. Ouais, ben là, il y a 2 scènes post-crédit. La première, ils sont allés chercher dans le playbook des scènes post-crédit de DC. Une scène pas super drôle, un peu weird, qui apporte pas grand-chose, qui est pas un tease pour rien, qui est juste le Red Guardian, qui est habillé funky, qui s'est coupé les cheveux, puis qui... Il veut qu'une petite madame achète les céréales parce qu'il est dessus, là. Ouais, parce qu'on se rend compte que les Avengers, le nom, il est brandé. Ça fait que lui, il s'achète un sou qui est genre fluo, puis il fait comme... Ah non, la scène d'avant, quand la boîte de céréales. Ah, la boîte de céréales. Parce qu'il faisait une joke qu'un jour, il voulait... Ah oui, j'ai oublié la boîte de céréales. Je suis sur la boîte. Il voulait être sur la boîte de céréales, puis là, il est avec une madame qui fait son épicerie, puis il fait comme... Moi, j'aime beaucoup cette boîte de céréales. Puis là, il se monte à côté pour comme lui faire allumer que c'est lui. Ouais, mais il y avait plus l'air d'un gars qui voulait la violer sur place, malheureusement. C'est sauvé aussi, là. Oui. Pas pris de chance. Et là, on arrive finalement à la dernière scène credit. Hey, sérieusement, la qualité de réalisation de cette séquence-là, c'était incroyable. C'est un autre niveau, là. Mais c'est pas les frères Rousseau qui... C'est ma joke. C'est parce que il y avait rien d'impressionnant dans cette séquence-là. C'est parce que cette séquence-là, je la soupçonne fort dans le film, tout simplement. Ben, puis j'ai l'impression que ça va... C'est parce que là, je me soulève la question, c'est que ils vont-tu vraiment arriver dans l'univers comme 616 du MCU au cinéma? Dans le milieu du film ou vraiment juste à la fin, les Fantastic Four?
C'est une bonne question. Moi, je pense qu'ils arrivent en même temps que la menace. Ils n'ont pas de menace. Dans la scène, moi, je comprends qu'il n'y a pas de menace. Mais c'est parce que pas juste ça, il n'y a pas de menace. Parce qu'il faut pas oublier que normalement, Galactus se rend compte qu'il y a un multivers à siphonner. C'est que, est-ce que Galactus va réussir à détruire cet univers-là, puis il va le traverser de l'autre côté, puis ils vont venir sauver notre univers de Galactus? Ou c'est Doom? Ouais, ça, on sait pas. C'est parce que si Galactus est battu dans le premier film, puis que là, c'est Avengers Doomsday. Ouais. Fait que c'est qui suit en arrière d'eux autres? Parce que juste pour vous démêler, là, la post-credit scene, là, spoiler alert, il y a tout le gossage au début sur le branding d'Avengers. Oui. Là, parce que là, il faut qu'il nous rappelle que c'est vrai, Captain America était supposé faire des Avengers aussi. Là, fait que là, on est comme. On retconne ça un peu. Là, on est comme, ouais, ok, il y a les New Avengers, puis il y a les Avengers du Captain America. Puis là, il n'y a pas l'air d'avoir de menace rien parce qu'ils sont tous bien chill sur le divan. Là. Ouais. Puis là, ils ont comme une annonce, attention, il y a quelque chose qui breach, il y a quelque chose qui vient d'un multivers, on sait pas c'est quoi. Puis c'est la fusée des Fantastic Four. Qui arrive. Fait que là, il arrive avec quoi, puis en même temps que qui? Personne ne le sait, puis à quel moment du film les Fantastic Four ça va arriver? Ben moi, je pense que c'est au début, là. Non, je penserais pas. Moi, je pense aux 2 tiers du film. Moi, c'est non, ça veut dire, pendant les 2 premiers tiers du film, il y a quoi? Ben, c'est Galactus qui les attaque? Ouais. Ben, pis tu sais, il faut qu'ils les mettent en place, ces personnages-là. Toi, Si c'est Galactus qui les attaque, là, sont chill en tabarnak, les New Avengers? Non. C'est parce qu'après la bataille de Galactus, parce que c'est Galactus qui apporte le fait que, tu sais, eux autres sont supposés arriver d'un nouveau multivers, puis Galactus est supposé se rendre compte que plusieurs univers sont détruits. Oui. Dans le fond, là, moi, je suis convaincu. La fusée qui arrive, là, c'est genre eux autres qui arrivent. Vous savez pas on est qui. On est là pour aider votre monde. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient, qui est Galactus. Et ça va être le 2e tiers du film de Fantastic Four. Les 2 premiers tiers, ça va être la présentation de cet autre univers-là dans lequel ils vivent. Non, t'es pas répété, parce que je pense qu'on parle pas de la même chose. Là. Moi, je te disais que cette scène-là est au début de Avengers Doomsday. Ah, Chris, on parle pas du même On parle pas de la même chose, là. Je veux dire, pour 2 tiers du film de Fantastic Four. Moi, je pense que le film de Fantastic Four va faire le pont avec le MCU. Genre dans le film. Non, moi, je pense que cette scène-là, là, la fin de Fantastic Four nous laisse sur un cliffhanger qui va être révélé dans le début d'Avengers Doomsday. Parce que ce que je pensais, c'est que tu me disais que c'était dans le 2 tiers de Doomsday. J'étais comme, ok, mais dans Avengers, ils vont faire quoi? Je parlais de Galactus. Je parlais de Galactus, je parlais certainement pas de Doomsday dans Galactus. Ben là, comme c'est qui fait les 2 premiers tiers du film, c'est du monde qui chill, tu sais. Je veux dire. Non, moi je pense que Fantastic Four, ça là, ça va être lié avec la post-credit scene de Fantastic Four. Fantastic Four va rester dans son univers, moi, je pense. Ils vont rester là jusqu'au bout. Je sais pas s'ils vont rester. J'ai l'impression qu'ils vont sortir avant. Moi, je pense là, qu'il va y avoir une aventure. Écoute, c'est une théorie. Là. Ouais. Moi, je pense que tu as un film Fantastic Four au complet. Puis que la post-credit scene de Fantastic Four, c'est leur vision de ce que nous, on a vu dans New Avengers. Mais de leur côté. Ben, comment ils ont fait pour traverser le Genre, et le pourquoi qu'ils s'en viennent. Et le pourquoi surtout. Le pourquoi ils s'en viennent, puis comment ils l'ont fait. Puis moi, je pense que c'est là que tu vas faire comme, oh, ok, Calis, on vient de voir l'autre côté. Vite, Avengers Doomsday, j'ai hâte. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Là, ils vont faire quoi avec le fait que pas tant de monde que ça est allé voir Thunderbolt? C'est une excellente question. Ben, ils vont faire comme avec toutes les séries TV, c'est que dans le film, ils vont faire une joke de 30 secondes qui va faire un référent pour les personnes qui l'ont écouté. Probablement. Mais bref, le film se termine comme ça, et je dois vous le dire, c'est le meilleur Marvel depuis... depuis presque Shang-Chi, rendu là. Depuis Shang-Chi. Ah ouais, depuis Shang-Chi. Ah, littéralement. Tu sais, Shang-Chi qui n'ont jamais fait la suite, puis pourtant, il y avait un personnage qui était incroyable et un bon film. Non seulement ils n'ont jamais fait la suite, mais on n'a jamais su non plus qu'est-ce qu'il y avait analysé avec les bracelets. Puis pourquoi que Shaw s'était venu chercher Wong. Ben, on l'a jamais su. Et il était censé comme être le nouveau Captain America aussi. Et pourquoi Hulk n'était plus Professeur Hulk? Hey, sérieux, là, je suis tout mêlé là-dedans. Parce que dans ce credit scene-là, Bruce Banner a une écharpe de son bras qui a fait le Thanos. Ouais. Mais il est plus en Hulk. Ah, c'est vrai. C'est Bruce Banner qui était là. Et tout le monde se disait, what the fuck happened to Hulk? On l'a jamais su. Et on ne l'a jamais su. Et mais je te ramène le frère de Thanos. Mais Charlize Theron va peut-être nous l'expliquer. Oui, mais tu vois, elle, c'est encore moins vieux que le frère de Thanos. On salue Harry Styles. Voulez-vous, je vais vous soulever quelque chose aussi. Hercule. Ce film-là, puis Captain America, tu sais, ramène des moments de les Avengers ne sont plus là, les Avengers ne sont plus là.
T'as peur, là. Il y en a plein de films avec des personnages. Tu sais, je veux dire, Captain Marvel est là. Il y en a un. Captain America, présentement, il était où dans Thunderbolt? Pourquoi personne n'a appelé Captain America Sam Wilson? Genre, la shitload de Young Avengers qui ont présenté. Hawkeye, il fait quoi, là? Tu sais, je veux dire, c'est encore un Avenger en service. Genre, tu sais, il y a comme ce côté-là, là. Ils se prennent au sérieux, puis ils font semblant que c'est genre des réels problèmes, mais c'est comme... C'est réfléchi par un enfant de 6 ans, là. Il y en a plein. Tu sais, Shang-Chi est là. Pourquoi personne ne passe un coup de fil? Mais c'est parce que Iron Man puis Captain America sont plus là, donc il n'y a plus d'Avengers. Ah, mais Il n'y a plus de héros. c'est toujours le problème que t'as trop d'héros. C'est parce que tu prends Batman, mettons, avec Nightfall. Gotham est tombé, nous ne pouvons plus rien faire. T'as 22 personnages qui font des perspectives qui peuvent régler le problème, genre... Tu sais, t'as même beau dire personne ne peut traverser le fleuve. Ouais, mais c'est parce que tu sauras même pas qu'il a traversé le fleuve, asti. Mais c'est pour ça que Batman, ses histoires les plus efficaces, c'est quand il fait des enquêtes sur des tueurs, des meurtriers, des enquêtes de même, parce que quand même t'appellerais Superman, he doesn't give a fuck. Ouais, et puis il va être capable de voir avec ses yeux la même chose que tu vas voir avec tes gadgets. Ça avancera pas plus vite. Il s'en calisse parce que le temps qu'il perd à trouver ton tueur en série, lui pourrait sauver comme genre des milliers de personnes. Là. Ouais, pendant qu'il check le cheveu qui est tombé à terre, ben il y a 3 jets qui sont tombés puis il y a 800 personnes qui sont mortes. C'est ça. Ouais. Mais quand tu fais l'inverse puis que tu mets Batman dans une problématique surhumaine, man, c'est ton meilleur chum. T'es à un coup de téléphone calice de régler tout ça. Même pas un coup de téléphone, tu fais juste clap, tabarnak. Oui, puis il va arriver. Yeah, c'est tout. C'est un peu ça qui est con quand t'essaies de tout faire fitter ce monde-là. Puis tu dis, il y a une fucking flambée de... Spider-Man, man, t'es à New York. Il est en voyage, là, en Italie, probablement. C'est un voyage de classe en Europe. Oui, c'est ça. C'est le voyage en Angleterre. Oui, mais là, c'est parce que, tu sais, Spider-Man, Doctor Strange, Daredevil, tu sais, tout ce monde-là était... Puis tu sais, c'est tellement pas gros New York dans ce film-là. Tu sais, je veux dire, ils sont tous à un coin de rue les uns des autres. Puis, tu sais, le bon vieux Marvel, PG-13... J'étais là, tu sais, dans mon annonce, on le voit, là, Sentry, tout qu'un powerhouse, hein, il fait exploser du monde, là, comme à Hiroshima, là, ça disparaît, il reste rien qu'un nombre. La première qui part, là, c'est genre une petite fille que Red Guardian vient de sauver, puis là, elle disparaît, son nombre, puis j'étais là, il est pas vraiment, ils vont tout revenir, ce monde-là. J'étais là, ils sont... Clairement, c'est un film de Disney. Là. Ils n'ont pas tué un enfant. Effectivement, son power, ça les envoie dans l'ombre, mais personne n'est. Il n'y a pas de mort. Parce que... À part le monde écrasé par le building. Là, il réapparaît, il y a une brique au-dessus. Et surtout, c'est parce que ses pouvoirs, de la façon qu'il te présente dans le film, c'est qu'il est capable de chauffer à la distance le stock. C'est que tu fais. Qu'elle soit mal l'annonce, tu fais comme Chris, dans le fond, il incinère le monde. Puis tu sais, même les BD, c'est qu'ils disent qu'il y a le pouvoir de 10,000 exploding sun, c'est qu'il y a le pouvoir de 10 000 soleils qui explosent. C'est comme Chris, dans le fond, il calcine le monde. Non, dans le fond. Puis sans compter que New York, au grand complet, le Manhattan s'est ramassé dans les ténèbres. Puis tous les habitants ont revécu leur pire traumatisme en boucle. C'est ça que j'allais dire. J'étais là, imaginez Hans Moleman qui, comme, il a disparu au claquement de doigts de Thanos. Il est revenu, puis là, il regarde Sentry. Oh non, pas encore. Mais pour répondre à ta question, tu dis que Disney tue personne. Avec le claque de Thanos puis le blip de retour, ils ont tué des millions de personnes qui étaient en avion. Ben, mais pas rien que ça, l'économie qui était faite pour ça. Tu mettons que pendant 5 ans, ton économie est faite pour 2 millions de personnes. Le lendemain, tu as 6 millions de personnes. Comment tu fais pour y faire vivre? Là? Elles sont toutes en faillite. Hey, on revient de la République dominicaine. Ouais, il y a un petit peu de turbulence. Mais c'est parce que tu reviens 5 ans. Ben, c'est parce que tout le monde qui était dans des avions, puis dans des hélicoptères, puis dans n'importe quoi, ils sont tous morts. Si même tu étais dans un ascenseur qui a disparu, mettons que tu étais au 8e étage, l'ascenseur a continué à descendre. Là, quand t'es revenu, t'es encore au 8e étage? C'est pas clair, là. Arrêtez de faire disparaître du monde et faire revenir, OK? C'est ça jamais ne fonctionne pas. Mais je pense vraiment au gars qui s'est fait claquer. Puis là, c'est le void. Chris, déménage, man. C'est comme déménage, OK? T'es New York. C'est pas fait pour toi. Pourquoi je suis dans le rêve de Black Widow, là? C'est pas ça qui est supposé arriver dans le rêve avec Black Widow, là. Mais tu sais, imagine, tu sais, je veux dire, ces pauvres traumatismes, là, genre les plus intenses, genre battu par ses parents, man, pendant au moins 45 minutes, il a été battu par ses parents à répétition en loop.
Genre sans arrêt, là. Ah, tu revis tes pires moments, tes tentatives de suicide, Ouais, tes viols, c'est tout ça. Mais là, terrible. tu sais, c'est comme, mais là, le monde en revient, c'est comme, on est ça. Non, oublie ça, vous êtes tous brisés. Là. Tout le monde a besoin d'une bonne séance de psychologue pour au moins les 10 prochaines années, là. Ça fonctionne pas, là. Il y a personne qui a eu du fun. Là, il revient, mais j'espère que nos élus vont faire quelque chose pour nous protéger. Puis t'as le président qui devient Hulk à la TV. Il est Dans en le cherry bobette. blossom. Il est en bobette à faire en plein. Super vulnérable avec 2-3 petites dagues sur le côté. C'est comme... Tu regardes ta femme et tu dis, chérie, I don't want to be on this planet anymore. On va ça dans l'univers des Fantastic Four. Il nous amène un nouveau monde. C'est Galactus qui suit à l'arrière. C'est comme, non! Pourquoi? On peut-tu être tranquille juste 20 secondes? Et finalement, je déménage au Congo. Ça n'a pas l'air si mal que ça. Pas trop proche du Wakanda, par exemple, parce que tu vas avoir d'autres problèmes. Mais bref, si vous l'avez pas vu, si vous étiez tanné des films de Marvel, puis vous aviez peut-être perdu la flamme. On va se le dire, là, Captain America, j'étais allé de reculons en sacrifice, puis on a chiolé tout le long. Ah, c'était mauvais, là. On a chiolé tout le long de la présentation. Je pense qu'il y a une chance qu'il n'y avait personne dans la salle. Sérieusement, depuis Black Widow 2, c'était vraiment le film le plus mauvais du MCU. Ah, c'était terrible. Ah non, c'est vrai, de Marvel aussi, c'était vraiment très mauvais. The Eternals. Hey, The Eternals. Hey, La gang sérieusement? de pas bons qui ont laissé Thanos tout faire. Et puis tout ça pour finir dans Captain America 4, nous avons trouvé de l'adamantium là-dedans. Chris, les X-Men sont pas encore là. Ça colle dessus ton adamantium. Mais non seulement son calice, mais ça a été long en tabarnak avant que tu nous dises qu'il y avait un géant, tu sais, qu'on était un fœtus de géant, dieu de je sais pas trop quoi. Là. Ouais, puis finalement, c'est un combat international pour savoir qui va miner le... En jet. En jet. Ouais. En tout cas. Sauvé par un gars qui a 2 ailes. Ouais. En vibranium. Puis l'autre qui s'est pris pour une torpille puis qui s'est crissement, tu sais, pété la tête, c'est fini, merci, bonsoir. Ouais. Ce gars-là, c'est le Falcon. Lui aussi, t'es en voyage d'école. En Italie avec Spider-Man. Voyage secret. Ils étaient tous les deux en Italie. Hey, c'est vrai qu'on soit pas à New York aujourd'hui. Mais bref, c'est... un stage avec Daredevil. Mais c'est bon, allez le voir, honnêtement. Ça laisse... ça laisse présager pour Fantastic Four. Ouais, effectivement. Fantastic Four, beaucoup d'espoir. Avengers Doomsday, même si Robert Downey Jr. revient encore. On va lui donner une chance. Ouais. On a une chance. Comics maintenant. Écoute, on commence par... On va scraper Long Halloween. Ouais, Long On Halloween. va parler de Long Halloween. Ouais. Long Halloween, parce que ça va, Jean-Nic? On te perd pendant quelques minutes? Ah, ok, c'est beau, c'est correct. C'est parce que je pensais que tu voulais pas qu'on te fasse de peine en parlant de Long Halloween en mal. Ben, ils sont dessinateurs préférés, genre pas là parce qu'il a fait le premier numéro puis il a genre mouru un peu. Il y a 2 problèmes dans cette bande dessinée-là. On parle de Long Halloween, de Last Halloween, qui est finalement une suite à Batman de Long Halloween, Batman Dark Victory, Catwoman When in Rome, Batman Hunted Night. Tellement de trucs que j'ai pas lu. Dans cet univers-là, je pense que tout le monde doit avoir lu de Long Halloween. Ça, c'est... Normalement, oui. Dark Victory, c'est potable. When in Rome, c'est si t'as vraiment pas le choix. Puis Hunted Night, c'était juste des one-shots. C'était pas tant intéressant. Donc, Last Halloween, il y a 2 problèmes avec cette BD-là. Un, Jeff Loeb fait du Frank Miller. Il est pogné dans sa marde. Puis là, c'est comme... Tu peux pas refaire 4 fois ta bonne idée. Puis il essaie de comme trop l'approfondir bizarrement. C'est parce que, tu sais, on sait à peu près tout que c'est la femme d'Harvey Dent qui était... Ouais, puis qui était supposé être, en passant, là, le punch du premier... Où on te laissait la décision si c'était vrai ou pas. Ouais, parce que ça pouvait être Harvey Dent ou elle. Puis on le savait pas. Puis tout ce qu'on nous disait, c'est qu'on nous la montrait, puis elle disait « I believe in Harvey Dent », puis elle avait un gun dans les mains, puis tu te disais « Elle l'a-tu protégé? Elle l'a-tu fait? Elle l'a-tu pas fait? » Parce que le concept de Long Halloween, c'est parce que double face n'est pas double face. C'est ça. Oui, le gars, il était défiguré, mais il est toujours Harvey Dent. Puis il essaie de protéger sa femme. Mais il n'y a pas le problème vraiment aussi sévère de double personnalité. Exact. On va à l'inverse de l'Animated Series où, à l'inverse, dans l'Animated Series, Harvey Dent a toujours eu un problème de double personnalité. D'ailleurs, dans The Dark Knight, dans le film de Christopher Nolan, on fait une allusion à ça quand il pogne les nerfs
après un vilain du Joker durant l'attentat, puis que Batman dit t'allais laisser le destin d'une vie au hasard. Ça va dans ta tête, man. You're the best of us. Là. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas virer de l'autre bord. Fait que, dans ce film-là, déjà, on est comme à cheval entre il était Harvey Dent complètement, puis la version de Animated Series où il était clairement Two-Face depuis le début. Fait que c'est le spectre dans lequel tu peux bouger dans le personnage de Two-Face, dans le fond, de Dent, qui fait que c'est intéressant. L'affaire, c'est que là, le Halloween Killer, il a tellement été copié de fois que là, c'est encore ça, puis c'est comme, OK, mais c'est parce que c'est assez, là. Oui, c'est assez. Puis, tu sais, surtout, ça commence, puis c'est Catwoman, la première à se faire tirer. Oui, c'est la première dans les airs pendant que Batman et Robin sont en train d'essayer de la pogner, là. Parce que là, juste pour se mettre au niveau de l'histoire, c'est parce que Robin n'est même pas encore un Robin officiel, il est encore en training. Oui. Puis Batman n'a pas encore vraiment porté ses missions. Dans le fond, c'est les premières missions de Robin. Exact. Et là, il court après Catwoman, puis Robin décide d'être un petit peu douchebag. Il dit, je vais réussir à l'arrêter. Puis là, Batman fait comme... Lui, il comprend pas à quoi qu'il se prend. C'est qu'il manque de se faire tuer, puis pendant que Catwoman réussit à se faire, elle se fait tirer en plein vol. Puis là, c'est comme tous les méchants se font tirer, puis ils disent tout, il faut pas que je te parle de quelque chose, ou faut que je garde un secret. T'as le Calendarman qui est là-dedans aussi, qui lui veut avoir ses lettres de noblesse. T'as Mario Falcone qui était le bon frère dans les Falcone, qui essaie de rétablir le nom de sa famille. Puis t'as Catwoman qui continue et qui essaie de terminer sa quête d'identité sur « Je suis la fille des Falcone ». Puis là, ils ont tout crissé ça dans la même BD, puis ils ont mis 12 dessinateurs différents. Effectivement, parce que Tim Sale est mort après le numéro 0. Et honnêtement, c'est un... le numéro... Je pense que c'est le numéro 5. Puis je me souviens plus du nom du dessinateur, là, mais c'est tellement laid, puis c'est tellement mal dessiné, c'est pas suivable, là. J'ai lu ça, puis j'ai eu mal à la tête. Ah, puis tu sais, ça a compté que tous les vilains se font blesser c'est un à un. C'est comme un à un. T'as le Joker qui a essayé de ramener tout le monde à Arkham. On sait pas trop pourquoi. Finalement, la femme d'Harvey Dent a disparu, puis Harvey Dent a été chercher Batman pour essayer de le sauver. Le kidnapping du fils de Gordon. Qui commence, oui, c'est vrai. C'est puis là, finalement, on le retrouve. Puis là, finalement, écoute, ça va dans tous les sens. Là. Sérieusement, le time-lapse, on sent pas, parce que le fils de Gordon, t'as l'impression qu'il est disparu 2 jours, mais tu te rends compte qu'il est disparu des semaines, puis même 3 mois. C'est comme ça, n'a aucun bon sens. Parce que, autant que on lisait de Long Halloween, c'est que chaque BD, c'était comme un mois, c'était chaque fête qui se passait, parce que là, tu te rends compte qu'il y a des mois qui passent en quelques pages. Là. Et là, à travers ça, il veut aussi nous raconter le divorce de Gordon, il veut aussi nous raconter la liaison avec Robin, il veut nous ramener... Là, il veut tellement... On dirait qu'il veut tout attacher les fils de l'univers de Batman qu'on connaît, genre en quelques numéros. Est-ce que c'est même tué Batman? Oui, c'est vrai, il l'a tué, puis il a fallu le remettre... puis là, il a fallu que Catwoman aille dire « Je vais te faire une giga grosse pipe si tu te lèves. » Puis c'est le Battle V. Ouais, c'est battre le vent en tabarnak. Mais toi, tu l'as lu, Jean-Luc. Tu l'as-tu lu? Ah, tu l'as pas lu pendant toi? J'ai lu numéro 0 quand il est sorti, puis là, genre, je le suis, je fais les singles, mais... tu sais, je parlais d'Endor, que j'étais perdu après genre 1 an. J'haïs ça, faire du single, puis genre, tu sais, en lire un mois plus tard, en lire un autre. Fait que je veux attendre qu'il soit terminé. Ben là, c'est parce qu'on avait 6 ou 8 sur 12, là, puis non, c'est sur 10 en passant. C'est sur 10, puis on n'a aucune idée où ce que ça s'en va. Écoute, je suis rendu au numéro 8, là, et numéro 7. Puis il reste 3 numéros pour attacher tout ça. Là. Ouais, puis sérieusement, ça va pas parce que la femme d'Harvey Dent s'est fait kidnapper. Là, finalement, t'as les Falcone qui reviennent dans l'histoire. Ça va dans toutes les directions. Puis le fait que t'as pas un dessinateur constant vient un peu briser le rythme. Parce qu'à toutes les fois que tu pars un single, ah oui, c'est vrai, c'est la même histoire. Là. Ah oui, mais là, tu sais, Batman, il a pas le même costume, puis le Robin n'a pas la même grandeur. Mais il y a tellement de personnes qui tombent, mais il y a même un numéro, là, c'est parce que Harvey Dent se fait tirer de balle dans la tête. Finalement, il y a quelqu'un qui réussit à le soigner, puis il revient, puis finalement, là, ça a tué sa personnalité de Dent, ce qui est 100% double face maintenant. C'est parce que il y a 3000 concepts qui sont apportés en quelques cases à chaque numéro, puis je comprends pas comment en 10 numéros, tu peux rusher autant d'informations qui mènent à rien. Il y a beaucoup trop de stock. Honnêtement, il y a beaucoup de stock. Et ce qui est fascinant, puis je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur Long Halloween, ce qui est fascinant, c'est qu'en parallèle,
Jeff Loeb, qui moi, est un de mes auteurs préférés, là, je me le cacherai pas, ça a toujours été... Oui, il y a juste côté qui effacerait le Hulk et l'ultimatum. Ouais, mais ça, tu vois, c'était pas dans mon univers, je m'en calisse. Exactement. Mais dans DC, il a pas fait grand-chose de marde. Tu sais, ça run sur Superman Batman, j'adorais ça. Ça run sur Hush, j'adorais ça. Emperor Joker, ça run sur Superman. Moi, là, j'adore ça. Là. C'est une des meilleures BD de Superman qui est pas assez citée. Là. Emperor Joker. C'est pas avec Ed McGuinness, ça, d'ailleurs? Qui est retourné sur sa run après ça de Superman Batman. Quand ils ont dit on take down President Luthor, là, c'était tellement épique. Là. Oui. C'était vraiment bon. Bref, j'aime beaucoup Jeff Loeb. Fait que autant je suis déçu de voir ce qu'il fait avec Long Halloween, puis qu'il me donne ce feeling de Frank Miller, on en a parlé souvent dans le podcast, ce feeling de je suis comme une roue de Bigfoot dans la boîte, là. Je roule dans le beurre, puis j'ai l'impression que c'est toujours la même à peu près crise de comme boîte. George R.R. Martin. Il s'est enfoncé dans... S'enliser. Il a tellement creusé son histoire qu'il s'est fourré dedans puis il sait plus quoi faire avec. Ouais, mais Martin, là, il a commencé ça, tu sais, genre 20 ans, puis tu sais, c'est une série qui, normalement, tu sais, il est supposé écrire à tous les jours dans cet univers-là pour faire avancer. Là, Jeff Loeb, il avait comme aucune fucking raison de revenir à Halloween, tu sais, 20 ans plus tard. Là. Ouais, je sais, sauf que ce que je veux dire, c'est parce que là, par exemple, il s'est volontairement enfoncé sans aucune crise de bonne raison, là. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est autant il s'est enlisé, puis que The Long Halloween, c'est décevant. En tout cas, à moins d'un nasty big reveal qui genre, on n'avait pas vu venir, puis qu'il y a une twist qui ramène tout ça, là. Je vois difficilement comment, mais mettons, là. Autant, son premier numéro, pour une série que je pensais jamais qu'elle allait avoir de suite, Hush. Ouais, ça avait été annoncé, ça fait un bout de temps qu'il y avait sorti la version deluxe de Hush, il avait parlé qu'elle allait avoir une suite. Ouais. Ça remonte à au-dessus de 2 ans. Puis on s'était tous dit, OK, mais comment il peut avoir une suite à ça? Ben, j'ai l'impression que ça prend au-dessus de 2 ans parce qu'ils ont laissé Jim Lee écrire dessiner 8 numéros avant de... Ben, il y a ça, puis il y a le fait qu'il y avait déjà une suite à Hush. C'était dans Batman Gotham Knight, qui était un titre à l'époque, qui roulait avec Detective Comics. C'était Earth of Hush. Fait qu'il y avait déjà eu une suite. Dans laquelle, d'ailleurs, il kidnappe Catwoman, puis je pense qu'il arrache le cœur. Une affaire de même, ça n'a pas de bon Tommy sens. Elliott est revenu juste 2 fois. Non, il est revenu, je pense, une couple de fois aussi. Là. Mais dans ma tête, c'était, était là. Je me trompe pas de nom, c'est vraiment ça. Oh oui, c'est Tommy Elliott. Et là, on nous annonce que, bon, ben, près de, c'est 2003, ça? Ouais, c'est qu'on est 22 ans plus tard. 22 ans plus tard, on décide de faire une suite à Hush. Et, tu sais, ce team-là, dans ma tête, fonctionne. Jim Lee, Jeff Loeb, ça marche. Oui, ça marche. Mais sauf qu'on sortait de la run de Chip Zdarsky où ce que Batman était rendu... Powerhouse, là. Powerhouse, c'est Techno-Geek, c'était rendu c'était rendu du cyberpunk à peu près, là. C'était spécial, surtout... mais tu sais, on dit que Zdarsky a ramené ça, mais c'était depuis Tynion 4, là. Ouais, non, mais c'est parce que Zdarsky, lui, c'est parce qu'il a rapproché du troisième dans l'univers, parce que lui, il a comme décidé de prendre toute la merde qu'il y avait eu depuis Grant Morrison, puis toute la crissée à terre par partir le personnage. Oui, puis là, il y avait Failsafe qui est arrivé là-dedans. Exactement, ça fait que le Zenura, Batman... ça fait que toute la merde qui est arrivée depuis Batman Year 0, Year moins 1 million d'années, il a tout éliminé ça. Là. Ouais, et là, ben, on retourne à un Batman qui, moi, est le Batman qui me plaît le plus. Effectivement, parce que Batman commence la série, il court après un Joker qui veut refaire j'empoisonne un cours d'eau. Avec les fameux, tu sais, piranhas, là, sourire pis ça. Là. Ça fait que Batman fait comme, pourquoi que Joker refait un même plan 2 fois, il ne fait jamais ça. Et pendant qu'il se pose des questions, t'as un Joker qui arrive, qui donne un coup de crowbar d'en face, puis Batman manque mourir noyé avec les piranhas. Et là... C'est les 3 Jokers. Non. Les 3 Jokers qui Non, absolument pas. Parce que ça, c'était Jeff Loeb aussi, hein? Dans le fond, ouais. Jeff Jones, hein? Ah, ouais. Jeff Jones. C'est que là, on se rend compte d'une certaine façon que Joker a pété le Batsuit. Ça fait que Batman n'a plus son suit ultra technologique. Il n'y avait plus de contact avec Oracle, qui est Batgirl maintenant, puis toute la Bat Family. Effectivement, parce qu'il a perdu un contact à 110% avec tout le monde. T'sais, il n'y a plus de contact nulle part, ça fait qu'il n'y a plus ses gadgets. Et il manque mourir. Et t'as le Joker par après qui disparaît.
T'as Batman qui réussit à survivre parce qu'il se fait sauver par Talia Razghul. Oui, la mère de son fils, accessoirement. Accessoirement, c'est que peut-être que ça va servir à quoi plus tard dans l'histoire. Mm-hmm. Parce que là, t'as Batman qui a perdu cette technologie, qui retourne juste avec un sou normal de base, parce que, tu sais, Hush, que ce soit une longue Halloween, on va rechercher un Batman qui est détective, C'est ça, et pas Powerhouse. Pas Ça fait dépendant de ses gadgets. On ça a fait- Daniel Craighisé Batman. Et là, on se rend compte que finalement, cette technologie a été infiltrée. Ça fait que le monde sont capables de l'écouter. Ça fait que Batman fait un shutdown en plus. En se débarrassant de tous ses gadgets, il coupe le contact avec la Bat Family. Il n'y a plus de gadgets. Il n'y a plus de Bat Family, il n'y a plus de gadgets. Bon vieux Batman avec un crochet. Effectivement. Puis là, il décide d'aller à la recherche du Joker parce qu'il y a une idée où il y a à cause que, bizarrement, il y a quelqu'un qui a laissé un soulier qui l'a suivi. C'est qu'il va le retrouver dans un cercle, puis là, il trouve un Joker que finalement, il a mangé quelques scalpels dans le corps, où il y a une personne qui l'avait blessé à plusieurs artères, puis il l'a laissé vider au bout de son sang. Ah, c'est terrible. L'image, en plus, dessinée par Jim Lee. Ça, c'est pas PG-13. Ah, le Joker, t'as mangé le sang, ça Il a m'a mangé une volé. volée. Puis c'est pas mal là qu'on arrête, hein, je pense. On est Ben, rendu c'est parce là. que Batman trouve le Joker qui est en train de crever avec des scalpels, puis il fait comme, OK, dans le fond, il a été chercher un vilain qui a touché à Gordon, Barbara, qui a tué. Tu sais, dans le fond, il va chercher tous les éléments marquants de la vie de Bruce Wayne et de Batman. Puis le Joker, de la façon qu'il a été attaqué puis blessé de façon chirurgicale, Ça laisse exactement la toile. il fait comme, Chris, il y a une seule personne qui me connaît à ce point-là, qui sait qui je suis, puis qui est talent de réussir à faire ça. Il fait comme, tabarnak, Tommy, t'es revenu. Puis le numéro 1 finit comme ça. Il en reste 11. Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça génial. Si Ben- ça peut garder cette qualité-là, là. Ouais, effectivement, puis tu sais, veux pas, revoir Jim Lee revenir au dessin, ça fait toujours du fun. C'est le fun. C'est jamais Oui. désagréable. Bon, j'en ai que Talia al Ghul ressemble à... Elle va ressembler à Lois Lane ou à Catwoman, j'imagine. Elle porte du 36 double D, elle a des grands cheveux longs noirs. Puis c'est une pin-up, là. Chris, l'as-tu lu? Et probablement qu'il pourrait avoir un twist que ce n'était pas Bruce Wayne, c'est Clark Kent. Et personne ne ferait comme Ah! Écoute, quand j'ai vu Talia al Ghul, il a fallu que j'aille lire c'était qui, parce que j'étais passé à toi, j'étais comme, c'est qui? C'est-tu Lois Ben, Lane? une chance, la cause d'après, il y a des soldats, moi j'étais comme, c'est qui? C'est comme tes filles se ressemblent toutes. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment bon. Vraiment bon. Moi, personnellement, après avoir lu de Long Halloween, ça m'a fait du bien. Ah, ça a vraiment fait du bien. Hey, le temps file, j'aimerais ça qu'on garde les absolutes quand je vais avoir fini de les lire. Il n'y a pas de stress parce que sérieusement, Superman vaut vraiment la peine d'être jasé, puis Ouais. Batman aussi. Wonder Woman un peu moins, mais Superman puis Batman, là. Écoute, Wow. garde, ça va nous donner une raison de se voir plus vite. Ouais, puis il va falloir parler aussi du meilleur Flash. Ah, c'est vrai, Chris, Jeff Lemire a écrit son premier numéro Flash qui est sorti. Oui. C'est super bon. C'est vraiment, vraiment super bon. Et je pensais que tu niaisais que genre c'était pas si bon que la ça. façon qu'il apporte le personnage est totalement différente, puis ça s'en va ailleurs. Ok, ça, je serais curieux de voir ça. Ah ouais, sérieusement, moi aussi, le premier numéro m'a surpris, là. Ok, mais j'aimerais ça qu'on se garde le bloc absolu. Ça va nous forcer à se voir peut-être avant Fantastic Four. Effectivement, puis de trouver un autre micro qui fonctionne. Oui, parce que là, vous avez peut-être pas remarqué, ou vous l'avez beaucoup remarqué, on fonctionne à 2 micros. Effectivement, puis ça. On s'excuse pour le son, ça On pas fonctionne beaucoup à aidé. 2 micros et on est dans la chapelle Sixtine. On était au conclave, fait que l'écho, c'est ça, là. Ouais, la pièce est vide un peu. On vous promet 25% plus de Jean-Nic au prochain épisode. Bah, pas tant, finalement. C'est pas tant... hey, j'ai le goût d'y aller avec les poisons, puis je veux commencer. Vas-y. Je veux commencer parce qu'on parle beaucoup de BD dans ce podcast-là, mais on parle beaucoup de BD américaines. Oui. Il y a vous autres, des fois, qui m'amenez un peu ailleurs avec des mangas, par exemple, des animes et autres. Mais je veux parler d'Astérix et Obélix, qui sont de retour sur Netflix par le réalisateur de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui est le meilleur film de tout ce qu'ils ont fait sur Astérix et Obélix. On est tous d'accord? Alain Chabat. Et il a décidé de, au départ, vouloir faire un film d'animation. Puis ça s'est transformé en série de 5 épisodes d'une trentaine de minutes, à peu près 30-35 minutes. C'est le combat des chefs. Bref, Astérix, c'est le coup du menhir, là, où ce que Panoramique en reçoit un sur la tête, puis il devient complètement fou, plus capable de faire de potions magiques. Jules César en profite pour que 2 chefs gaulois se défient dans un combat qui va faire en sorte qu'il va pouvoir conquérir toute la Gaule. Écoute, j'ai ri, là. Mais ri, là. Juste pour le général Fast and Furious, là. Ça vaut le détour. Ou la goth qui est goth. Une goth. Écoute, c'est drôle, c'est vraiment bien fait, c'est bien animé.
les pauvres légionnaires romains qui sont là depuis des années, puis que là, les forces fraîches de Rome arrivent comme on va régler votre problème, puis qui font comme non, ouais, bonne chance. Ces gens sont blasés au max. Ils sont juste écœurés de se faire péter à la gueule par les Gaulois. Honnêtement, là, super bon. Lancez-vous là-dedans. 5 épisodes, rapide, efficace. Faut passer à travers le premier. Le premier, c'est l'enfance d'Obélix et Astérix. C'est cucu, c'est plate, c'est du déjà vu. J'ai moins aimé ce bout-là. On a comme voulu attirer les gens en disant « Hey, on va vous dévoiler comment Obélix est tombé dans la potion. » J'avais pas besoin de le savoir, puis je suis un peu déçu même qu'on le sache. Je fais comme « Ouais, ok. » Moi, je l'avais pas visualisé de même. Moi, je pensais juste qu'il était tombé dedans. T'sais. Fait que ça, ce bout-là, c'est poche. Mais une fois que t'as passé le premier, là, dès que t'embarques sur le 2, 3, 4, 5, là t'as vraiment du fun. Il y a une classique Netflix, il y a un épisode de trop. T'aurais fait ça en 4, t'aurais réglé la patente. Bon, au moins, c'est du 30 minutes. Mais c'est du 30 minutes, c'est bon, c'est drôle, c'est bien fait. C'est un produit qui est francophone, c'est fun de voir ça. Ça a un rayonnement. Vraiment, là, nickel. Je vous le suggère fortement. Et je termine mon poison. Mention spéciale au Montreal Comic Con. Ian McDiarmid, l'empereur, c'est tout un coup. Oui, effectivement, parce que ça fait changement un peu, parce que là, il n'y a pas juste les Hobbits, puis lui, effectivement, il n'avait jamais sorti. On l'avait jamais vu. Puis on trouvait ça bizarre, il y a beaucoup de monde qui parlait de lui dernièrement, puis il a fait plusieurs sorties sur Palpatine, on se demandait pourquoi, finalement... il est en tournée. Il est en tournée. C'est la raison pour laquelle Montréal vont l'avoir, puis c'est quoi? Crise de bon coup. Oui. Terminé pour moi. Je vais y aller, moi. Je me suis mis à jour dans The Ultimate, la nouvelle série de chez Marvel. Ça a l'air bien, honnêtement. Je suis un peu jaloux de toi. C'est parce qu'il y a des hauts et des bas. Honnêtement, j'ai pas compris la série de X-Men dessinée par Peach Momoko. J'ai aucune idée de ce que ça s'en va. Ouais, mais les X-Men, c'est toujours ça, non? Ouais, non, ce que là, j'ai aucune idée de ce que ça s'en va. Surtout que c'est un univers qui est supposé de s'allier vers Reed Richards, vilain de Ultimatum, qui finalement qui a reconstruit l'univers sans héros. Je sais pas ce que ça va. Black Panther, pas mauvais, un petit peu politique. Oh, correct. Spider-Man, ça n'a aucun sens comment c'est bon. Les 2 premiers traits là, sont incroyables. Tu sais, dans le fond, tu as Norman Osborn puis Spider-Man qui sont des héros qui travaillent en duo ensemble. Dr. Octopus, c'est comme leur maître scientifique qui les aide là-dedans. Puis, tu sais, dans le fond, c'est Iron Man qui les emmène à devenir des super-héros. Mais en tout cas, il y a toute une affaire de technologie là-dessus. C'est excellent. Puis là, j'ai lu le premier trade de The Ultimate. Dans le fond, les Avengers. Et là, les autres, c'est que t'as Tony Stark qui essaie de monter une équipe pour faire face au Reed Richards parce que lui, il s'est fait emprisonner, puis il va revenir dans 18 mois. C'est que chaque numéro, c'est un mois, ça fait que... On voit que c'est un plan de 18 mois avant d'arriver à une finale à peu près, ça fait que... Je sais pas s'il va y avoir une finalité sur l'univers. Ça veut dire la fin de cet univers-là? Sauf que c'est de la façon qu'il monte son équipe, de la façon qu'il travaille, c'est parce que tu vois que c'est une équipe qui n'est pas faite de fonctionner ensemble. Ils rushent pour recréer des héros qui sont pas prêts, puis sérieusement, là... Je veux pas spoiler la finale, mais tu sais, Chris, tu finis 6 premiers numéros, tu arrives à la fin, tu fais comme, pour de vrai, ils ont été là, tu fais comme, c'est bon, c'est juste bon, c'est Jonathan Hickman qui est en arrière de ça, qui tient le projet. Puis la façon qu'il traite le projet, là, c'est apporté à peu près comme il avait fait ses X-Men que vous aviez jamais compris. Mon Dieu, j'ai rien compris. Sauf que, tu sais, il utilise le même principe, le même concept, ça fait qu'il y a toujours des pages qui expliquent un petit peu où ça s'en va, tu sais, il y a toujours une carte mondiale qui explique les puissances, où qui sont, qui explique où ces pions sont placés. Tu vois que c'est un plan qui est, encore une fois, comme les X-Men, qui est bien travaillé, puis que, mais les X-Men, ça fait la même chose, il y a eu un début puis une fin. Mm-hmm. C'est qu'on sait qu'il y a un plan de A à Z, puis qu'il va l'amener jusque-là. Honnêtement, lancez-vous là-dedans. Là. Si vous voulez lire du Marvel puis vous connaissez rien... Sans lien à personne. Sans lien à personne, parce que les Easter eggs sont minimes. T'as pas besoin de connaître le background d'aucun personnage parce qu'ils sont tous récités dans des directions qui sont totalement différentes. Lancez-vous, c'est du gros fun. Jean-Luc? Je vais y aller avec... là, je suis tellement dans mon territoire à moi. Une anthologie d'horreur publiée chez Image Comics qui s'appelle Silver Queen. Dans le fond, c'est tous des numéros indépendants écrits par plusieurs auteurs. Je vais vous donner l'eau à la bouche en vous citant quelques-uns. James Tynion, Jeff Lemire, Chip Zdarsky, Kelly Thompson. C'est la gang qui travaille chez Absolute présentement. Ram V.
plein d'auteurs de talent. Le concept, c'est que la pièce, le Silver Queen, la pièce d'argent, revient dans chacune des BD, puis c'est un peu le Monkey Paw. Dans le fond, chacun des personnages trouve cette pièce-là qui réalise son vœu le plus cher, mais le vœu vire au cauchemar. Dans le fond, c'est la prémisse, puis chacun des auteurs se le réapproprie, raconte une histoire d'horreur avec ça. C'est gore, c'est trash, c'est drôle, c'est vraiment le fun, puis vu que c'est plein d'auteurs différents, ben ils se le réapproprient tous d'une manière différente. Si vous aimez les trucs d'horreur, les anthologies, je vous le conseille. Il y a 3 TP qui sont parus présentement, puis ils sont en train de travailler sur un 4e. Puis je fais une petite recommandation vite. Je pense que je n'ai déjà parlé dans un poison, mais ça fait un lien avec notre épisode sur Thunderbolt aujourd'hui, parce que le réalisateur et scénariste de Thunderbolt, c'est quelqu'un qui est assez nouveau dans la réalisation, mais il a fait une série il y a 2 ans sur Netflix qui s'appelle Beef, qui est vraiment une série exceptionnelle avec Steven Yeun, le gars de Walking Dead, qui était supposé jouer Sentry justement dans Thunderbolt. Le concept de Beef, là, c'est genre 2 personnages qui viennent de milieux complètement différents, qui ont un accident de char, les 2 s'engueulent et décident de se pourrir la vie l'un de l'autre. Ils ont un beef dans le sens, ils gardent une rancune, genre... Et c'est tellement drôle, mais c'est tellement une belle étude de personnages. Puis il y a ce côté-là, tu sais, dans Thunderbolt, qui voulait s'attaquer à la noirceur, la crise un peu de ces personnages-là. Beef, le fait d'une main de maître. Si vous n'avez pas vu ça sur Netflix, c'est un 8 épisodes, 40 minutes chaque. C'est exceptionnel, c'est drôle, touchant, trash. Écoutez ça. Vous allez voir, dans le fond, une création de ce gars-là de A à Z. Là, il l'a scénarisé, réalisé. Je vous le conseille fortement. Merci beaucoup, et en espérant que tu aies un micro la prochaine fois. Effectivement. Voilà. Messieurs, on va faire ça plus vite. Ouais, effectivement, on se donne rendez-vous plus rapidement. Plus rapidement et avec 3 micros. Avec 3 micros. Bonne fin de soirée. Salut.